Bonsoir, bienvenue à notre vidéo en direct sur les voyages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andrew, donc un des deux cofondateurs de Flightshippers. L'autre cofondateur, Kevin, est c'est la coule douce en Argentine. C'est moi qui ai le mandat de faire ces vidéos-là. Moi j'aime ça. Fait que je peux parler de voyage la nuit si vous voulez. Fait que c'est pas trop une corvée pour moi. Fait que merci à ceux qui sont là en direct. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns. Sûrement qu'il y a un petit peu de gens qui vont se connecter. Fait que pour ceux qui connaissent pas nos vidéos en direct, juste résumer bien vite, on en fait 2 à tous les mois. Une sur les récompenses voyage, c'était hier soir. Puis une sur les voyages, tous les autres sujets de voyage, donc n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment peut-être vous, qui n'aimaient pas avoir des voyages gratuits. Je ne comprendrai vraiment jamais pourquoi, mais on s'est fait suggérer de séparer ça en 2 vidéos. Donc aujourd'hui, c'est sur tous les sujets de voyage. Et au début de la vidéo, ben maintenant, on fait toujours une thématique du mois, juste pour pas que ce soit comme sec, direct dans les questions et réponses. Mais si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. On va pouvoir y répondre toute la prochaine heure et plus, tant qu'il y en aura. Et puis, la thématique pour ce mois-ci, c'est les autos de location. Donc, sans plus tarder, je vais faire un petit 10 minutes sur ce sujet-là qu'on parle pas assez souvent, je crois. Puis il y a beaucoup de monde qui connaissent plus ou moins ça, puis qui se font avoir sur plein de choses par rapport à ça. Fait que, ensuite, c'est ça, après ces 10 minutes-là, Evelyne va venir, notre collègue Evelyne va venir se joindre à nous pour la période de questions. Fait que vous pouvez déjà commencer si vous êtes là, vous avez des questions, je n'ai pas, mettez-les, on va pouvoir les répondre en premier après la petite présentation. Tous les sujets de voyage, ça me fait plaisir d'essayer de répondre avec mon expérience de avoir visité 75 pays dans les 8 dernières années depuis qu'on a Flightshippers. Et c'est ça, on connaît pas toutes, mais on en connaît pas mal. Fait que on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Fait que pour ce qui est du sujet du mois de janvier, on a choisi les autos de location. Contrairement aux vols puis aux hôtels, qu'on a des guides détaillés avec plein d'astuces, on l'a pas encore pour les autos de location. Fait que je vais le faire. Je l'ai fait aujourd'hui avec ce que j'ai fait comme préparation pour être sûr qu'on a. C'est ça qu'on va pas avoir regroupé toutes ces astuces-là à une place. Vous l'avez finalement en primeur ce soir dans la vidéo en direct, puis l'article va être publié, le guide va être publié bientôt. Fait que grosso modo, je vais juste à rafale dire les 12 meilleures astuces pour les autos de location. Comme économiser sur les autos de location, vraiment, c'est la clé. Là. C'est une auto sur une auto. L'idée, c'est de l'avoir au moins cher prix, mais un peu comme tout le reste, c'est qu'on est comme nous, qu'on veut voyager pour moins cher. Fait que la première, c'est la plus importante, puis c'est la même que littéralement tout pour les voyages, comparer, comparer, comparer. Aussitôt que selon on l'entend souvent, on dirait peut-être même plus avec les autos de location que pour le reste, je sais pas pourquoi, mais des petits Joe connaissants là, qui budget, c'est vraiment le moins cher. Non, ça ne l'est pas, c'est de la pure bullshit, ça change tout le temps. Tu peux regarder une journée, ça va être budget, l'autre journée, ça va être Avis, l'autre journée, ça va être Earth, l'autre journée, ça va être National, l'autre journée, ça va être Enterprise, l'autre journée, ça va être Thrifty. Ça change tout le temps, ça dépend de la place, ça dépend de la date, ça dépend de l'heure même, ça dépend de plein d'affaires. Fait juste tout le temps comparer, c'est pas compliqué. On a un outil qu'on vous recommande. Si vous passez par nos liens, comme toujours, on l'apprécie, ça ne coûte absolument rien. Ça vous permet de nous soutenir pour qu'on puisse créer plus de contenu. Evelyne va le mettre dans les liens tout de suite. C'est booking.com, qui a dans le fond acheté rentalcars.com qu'on recommandait avant. C'est le même outil, c'est juste qu'il y a maintenant le nom Booking. Mais c'est le meilleur outil pour comparer. Donc, juste tout le temps comparer les différents fournisseurs d'auto de location. Pour donner juste un exemple vite, là, quand j'étais allé en Floride 3 week-ends de suite, quand j'étais en consultation puis que j'avais juste des week-ends pour voyager, j'étais parti les 3 fois le vendredi soir sur le même vol Spirit qui atterrissait à Fort Lauderdale à la même heure. Puis les 3 week-ends de suite, la compagnie la moins chère pour l'auto de location était différente les 3 week-ends de suite. C'était 3 week-ends de suite, c'était 3 fois à la même heure, 3 fois à même aéroport. Ça dépend, ça varie. Fait que juste toujours comparer comme je répète, littéralement tout dans les voyages, c'est pas compliqué. Sur tellement de questions sur plein de sujets, j'ai comme, compare-le, tu vas le voir. Il n'y a pas de règle absolue dans rien, presque. Là. Ça varie toujours. Donc, la plus importante. Deuxièmement, c'est la plus importante pour bien des jours de voyage, c'est d'utiliser des points. Donc, apprendre à utiliser des points, j'ai passé pas énormément de temps là-dessus parce que les points, des programmes de récompense des transporteurs, des autos de location, c'est pas fameux, honnêtement, comparativement aux hôtels et aux transporteurs aériens. Fait que c'est vraiment des points simples que tu peux utiliser, que ce soit tes Air Miles, que ce soit tes points TD, tes points 5+, des points BMO que tu peux appliquer à n'importe quelle dépense de voyage.
en accumules toujours dans l'année, puis tu utilises ça pour les autos de location, vu que ça a une valeur fixe pareil, il n'y a pas moyen d'avoir un meilleur deal sur l'auto de location. Tu ne vas jamais avoir des points qui vont valoir plus avec ce type contrairement aux hôtels et au vol. Cette troisième astuce, une des plus grandes arnaques dans ça, c'est payer jamais pour les assurances dommages. C'est 2 fois le prix des fois quand vous prenez les assurances. Donc, vous êtes couvert avec des cartes de crédit, toutes les cartes de crédit, même les pas bonnes cartes de crédit ont toute l'assurance dommages pour les autos de location. Donc, payez jamais pour ça. Vous êtes couvert déjà. C'est pas inférieur. La carte de crédit, à la limite, c'est même meilleur parce que les cartes de crédit les assureurs qui font affaire avec les cartes de crédit ne veulent pas perdre le contrat de 50 000 cartes TD, par exemple, ou 50 000 cartes RBC. Fait qu'ils vont toujours être de votre bord, beaucoup plus qu'un assureur autre que vous faites affaire individuellement, que vous avez zéro pouvoir d'achat avec un assureur, alors que American Express, qui donne un contrat pour 50 000 cartes, ça a du pouvoir, ils veulent garder les clients heureux. Juste à base, à expliquer vite, il y a 2 types d'assurance. Okay? Pour les autos de location, tu as responsabilité puis dommage. Responsabilité, il n'y a aucune carte de crédit qui couvre ça. Fait qu'il faut toujours que tu l'ailles. Au Canada et aux États-Unis, si tu as une assurance pour une auto personnelle, ça te couvre au Canada et aux États-Unis. Vérifie quand même pour être sûr que la tienne le couvre, mais la plupart le couvrent. Mais ça ne couvrira pas ailleurs. Fait que dans d'autres pays, comme exemple le Mexique, il faut que tu payes l'assurance responsabilité, liability en anglais. Donc ça, tu n'as pas le choix. Il n'y a aucune carte de crédit qui te couvre. Mais parfois, puis dans beaucoup de pays, c'est inclus par défaut, fait que tu n'as pas besoin de payer plus. Mais dans certains pays comme le Mexique, quand tu fais une recherche et tu vois que le taux de location est 1 $ par jour, ben c'est ça, ça n'inclut pas le liability que tu n'as pas le choix de prendre. Mais le dommage, donc LDW, CDW, Collision Damage Waiver, toutes ces choses-là, ça ne payez jamais pour ça. Vous êtes couvert avec votre carte. Ensuite, autre astuce, de ne pas louer à l'aéroport. C'est tellement de base, mais il y a plein de gens qui ne réalisent pas que c'est plus cher à l'aéroport. Ben oui, c'est plus cher à l'aéroport. Pourquoi ta bouteille d'eau coûte 6 $ à l'aéroport? C'est le même principe, parce que tu es captif puis le monde ne veut pas se casser la tête. Pourquoi les taxis sont 2 fois plus chers à l'aéroport? Parce que les gens ne veulent pas se casser la tête. Ils veulent prendre ça direct, faire le moins d'efforts toujours. Fait que c'est juste des fois prendre le métro, aller 2 stations plus loin, il y a une agence de location là qui va être des fois la moitié du prix. Ça m'est déjà arrivé là, que c'est vraiment la moitié du prix. Donc, de juste comparer au moins, encore une fois, ça revient à comparer pour voir si justement ça ne serait pas moins cher dans une agence en ville, si on veut. Ensuite, s'en tenir aux agences internationales. Donc ça, c'est personnel. Je sais qu'il y en a plein qui louent avec shittycarrental.com puis qui existent dans un seul pays puis que ça va bien aller peut-être, mais ça se peut que ça aille pas bien. Alors qu'avec les agences de location internationales, les grandes marques, ils veulent te avoir comme client parce qu'ils sont partout, sont dans toutes les villes, ils veulent te donner un certain bon service. Ils vont pas essayer de te faire plein d'arnaques autant que les petits joueurs que s'ils sont juste, exemple, à Cancun puis pas nulle part ailleurs, ben ils s'en foutent que de perdre comme client parce que les chances que tu retournes à Cancun sont assez faibles comparativement à les chances que tu ailles voyager à chaque année et vouloir faire affaire avec Avis et les grosses compagnies comme ça. Fait que juste, moi, j'ai loué des dizaines d'autos. J'ai jamais eu le moindre problème en louant avec les compagnies internationales. Puis je connais tellement d'histoires d'horreur avec justement les petits loueurs. Fait que moi, pour la différence de prix, des fois, c'est pas si pire. Des fois, c'est un peu plus gros, mais moi, je m'en tiens aux grandes internationales. Je suis pas quelqu'un de facile dans la vie, mais ils sont tellement arnaqueurs, les petites compagnies, que moi, c'est ma recommandation, s'en tenir aux grandes agences. Ensuite, la prochaine recommandation pour les autos de location, c'est vraiment de réserver d'avance. Pourquoi? Ben, dans la minute, souvent, ça va être plus cher, pas toujours. Mais deuxièmement, surtout, c'est presque toujours entièrement remboursable des autos de location. Pas toujours, il faut toujours valider, évidemment, mais 99% du temps, ça va être remboursable. Fait que réserve, il y a comme les hôtels, c'est le même principe, fait que fais juste réserver. Si tu n'as pas besoin, ou si tu trouves mieux, tu vas l'annuler, c'est tout, tu vas te rembourser. Mais au moins, tu sais que tu vas l'avoir à ce prix-là de lock-in, de caser pour être sûr d'avoir comme option. Puis après ça, tu l'annules si ça ne fait pas. Prochaine astuce, c'est justement rapport à ça. C'est la plus importante que je dirais que à peu près personne sait. Revérifier le prix constamment, toujours. Donc, justement, vu que c'est remboursable, tu regardes à tout, pas besoin de faire toutes les semaines, là, mais donc tu dis à toutes les 2-3 semaines, je vérifie les mêmes dates, les mêmes choses. Ça va excessivement souvent arriver que ça va être rendu moins cher pour X raison. Et bien là, tu rebookes et tu cancelles l'autre et tu viens de sauver facilement beaucoup d'argent.
Ensuite, astuce plus niche, c'est d'utiliser Hotwire. Evelyne va mettre le lien, j'ai un article qui explique ça sur Hotwire. C'est un outil de comparaison vraiment pratique pour hôtel et location d'auto parce qu'il cache le nom de l'agence ou de l'hôtel, puis ça leur permet de donner des prix plus bas. C'est pas 100% du temps que ça va être plus bas, mais encore une fois, ça vaut la peine de juste le comparer, prendre 15 secondes à peu près pour juste rentrer des dates là-dedans, puis voir si les autolocations sont moins chères là-dessus. Je loue quand même assez souvent là-dessus parce que, comme je dis, en cachant le nom, ils sont capables de donner des rabais. Mais tu peux savoir le nom. Justement, l'article explique tout ça. Là, fait que tu vois le nombre de ratings, puis la cote de chaque pas de chaque transporteur, pardon, mais de chaque agence de location d'auto. Fait que si ça ne te dit pas le nom, mais ça te dit que c'est 4.1 sur 5, puis qu'il y a 2342 reviews, ben là, tu fais juste descendre un peu plus bas, là, puis tu choisis l'option où il donne les noms, puis il y en a juste un qui a 4.1 sur 5, puis 2342 reviews. Fait que tu sais que c'est lui. Fait que c'est vraiment facile de savoir, et ça te permet de t'assurer que c'est une bonne compagnie, puis de savoir c'est où que tu loues, même si tu as le rabais qui est offert parce que techniquement, c'est pas public le nom de la compagnie. Ensuite, la prochaine astuce, c'est plus rendu sur place. Je sais qu'il y a tellement de gens qui vont faire avoir avec ça aussi. C'est sûr qu'ils vont presque toujours essayer de te faire un upsell, donc te revendre. Ah, ton auto est pas assez grande. Ah, les routes sont pas bêtes. Tu as besoin d'un auto plus puissant. C'est tout le temps 99,9% de la bullshit. Arrêtez de se faire avoir par les vendeurs c'est pas haut dans la pyramide, c'est quasiment peut-être un petit peu mieux que les vendeurs de chars usagés, là, no offense à eux, mais c'est même pas, honnêtement. C'est vraiment la pire industrie, les autos de location, honnêtement, sont tout le temps en train d'essayer d'arnaquer tout le monde. Fait que, faites-vous pas avoir, non, vous avez payé pour une petite auto, vous avez droit à une petite auto. S'ils en ont plus, c'est leur problème, ils sont obligés de te donner gratuitement une auto plus grande s'ils n'ont plus celle que tu as réservée. C'est universel. Ça m'est arrivé, je veux dire, des dizaines de fois, ah ouais, on n'a plus de petite auto. Too bad, donne-moi la plus grosse, je m'en fous, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi, fait que payez jamais pour ça. Vous pouvez le voir, moi je suis un expert, je le remarque plus, mais tu sais, je le vois, là, quand ils sont vraiment plus agressifs à essayer de me vendre un auto plus cher, quand j'arrive, je laisse ça automatiquement qu'ils en ont plus des petites, puis à chaque fois j'ai toujours raison. Ils font que, finalement, quand j'ai dit non, tu sais, ils font que, ben, on va te l'upgrader gratuitement, tiens. Ben oui, c'est sûr. T'aimes ça de donner des upgrades gratuits, quand j'ai rien fait, c'est parce que t'en avais plus, t'as essayé de me fourrer en me faisant payer, puis là, ben, t'as pas pu, fait que tu me le donnes. Fait que, tu sais, faites-vous pas avoir. Ensuite, des astuces un peu plus niche pour compléter, c'est de ne pas louer pour tout ton voyage. C'est de base, mais ça me fascine encore des gens qui, justement, à Portugal, c'est super populaire, là, le Portugal avec les Québécois, on dirait, là, mais tout le monde s'en va au Portugal, ils arrivent pour 10 jours au Portugal, puis ils louent un auto pour 10 jours. Ça n'a pas de sens. Ça. Tu vas passer au moins 3-4 jours à Lisbonne. Tu ne veux pas avoir d'auto pendant que tu es à Lisbonne. Tout se déplace, tu peux te déplacer tellement facilement en ville, puis tu ne veux pas avoir une auto dans les centres des villes européennes pareil. Fait que, pourquoi payer pour une auto que tu n'utiliseras pas pendant que tu es là? Fait que, tu fais juste réserver pour 6 jours. Puis les 4 jours que tu es à Lisbonne, ben, tu sauves sur la location d'auto. Puis en plus, ça te permet, comme je disais, de louer l'auto en ville, si tu visites au début, parce que l'agence va être bien moins chère au centre-ville aussi qu'à l'aéroport. Fait que ça a un double effet positif. Et la 11e, ben, un peu dans la même veine, mais tu sais, des fois, c'est juste de pas. La meilleure astuce de location d'auto, c'est de pas louer d'auto. Tu sais, on est tellement habitué, puis surtout si vous avez peut-être moins voyagé ou vous êtes moins habitué, on est tellement habitué dans notre philosophie nord-américaine où ce que l'auto est roi et tu peux évidemment pas faire grand-chose sans auto. Mais dans 99% des autres endroits dans le monde, si tu enlèves le Canada et les États-Unis, là, c'est pas mal mieux pas avoir d'auto, honnêtement. Fait que, tu sais, en Europe, là, même les petits villages de 500 habitants, il y a 4 autobus par jour, tu peux y aller tout le temps facilement en autobus, train. Fait que, tu sais, la meilleure option, ben, surtout seul, des fois à 2 et 3 et 4, c'est sûr que ça peut revenir moins cher de louer, mais c'est encore une fois de juste comparer, finalement. Comparer l'option de, OK, même si on n'en loue pas une, puis on fait juste se déplacer avec les transports communs, surtout si vous ne faites pas beaucoup de déplacements, ça vaut honnêtement beaucoup la peine de juste pas en louer des fois. Et la dernière astuce, je pense que plus les gens la connaissent là, maintenant, mais c'est Turo. Donc, juste de comparer, c'est comme le Airbnb des autos. C'est-à-dire, c'est toi et moi, n'importe qui peut aller mettre son auto sur Turo, puis tu peux la louer. Donc, je l'ai essayé moi-même. C'est une super expérience. Ça peut être une alternative. Tu peux comparer au moins. Les deux choses à faire attention avec Turo, c'est que les cartes de crédit ne couvrent pas les assurances, contrairement avec toutes les agences de location d'auto, parce que c'est pas une agence de location d'auto dans leur catégorisation. Fait que
faut que tu payes l'assurance de Turo. Fait que des fois, ça vient que c'est pas nécessairement le meilleur marché, mais encore une fois, tu peux comparer. Puis deuxièmement, c'est que le kilométrage est presque jamais illimité avec Turo, contrairement aux agences de location d'auto. Fait que si c'est pour faire justement peu de millage puis peu de route, ça peut ne pas déranger. Mais c'est comme moi j'aime ça en faire du kilométrage quand je loue une auto. Fait que ça revient très vite pas rentable de prendre Turo dans ce temps-là, mais à comparer, comme toujours, de juste faire les comparaisons. Et ensuite, la dernière affaire bonus que je vais vous donner, c'est 4 astuces vraiment, des astuces qui ne méritent pas leur propre section à eux, mais juste en rafale comme ça. Puis pendant ce temps-là, je vois qu'on a quelques questions qui sont rentrées, mais quand même pas tant que ça. Fait que je vois que vous êtes plusieurs sur la vidéo. Fait que si vous avez des questions, je n'ai pas là, rentrez là, on y arrive. Fait que pour compléter ça, les 4 petites choses à faire attention, c'est les péages, premièrement. Donc, si vous louez une auto de location puis vous passez sur des péages, ça va être très cher parce qu'ils vous chargent en plus des frais d'administration. Puis, c'est pas juste le péage qui vous charge. Fait que c'est autant que possible, si vous voulez passer dans les péages, vous allez en passer beaucoup, regardez pour apprendre une option de plus qui va finir par revenir moins cher. Ou simplement utiliser Google Maps puis cliquer Avoid Tolls puis éviter les tolls. Surtout aux États-Unis, ça, mais ça peut être partout aussi ailleurs. Deuxième chose à faire attention, c'est les assurances de carte de crédit ne couvrent pas les pick-up en bon français, donc les camionnettes avec une boîte, là, faites-vous pas avoir, là, ça pourrait être excessivement cher comme erreur. Tu loues un pick-up, tu prends pas les assurances parce que tu penses que c'est couvert comme toutes les autres autos. C'est la seule exclusion, donc, la seule. Ils ne couvrent pas les Lamborghini si tu loues des autos exotiques chères aussi, là. Bon, ça, je pense que c'est assez niche, là, mais dans les autos normales, que tu n'y penserais pas deux fois, tu te fais donner un pick-up, des fois, ça m'est arrivé avant que je le sache. Donc, même moi, j'ai fait cette erreur-là, parce que je ne le savais pas. J'étais arrivé, j'avais loué une petite auto, puis ils ont dit, on va donner un pick-up en place. Bon, let's go, si je m'en fous, tu sais. Mais j'aurais pu, si j'avais fait un accident, j'aurais été à 100% responsable de payer pour les dommages parce que les assurances de carte de crédit ne couvrent pas les pick-up. Donc, la seule excuse. Troisième petite chose rapide, c'est les transmissions manuelles. Si vous louez des autos en Europe, par défaut, les moins chers sont presque toujours des transmissions manuelles. Différence culturelle, fait que si vous ne voulez pas conduire manuel, il faut vraiment faire attention en Europe et à l'international, faites attention à ça. L'Amérique du Nord, c'est tout automatique, il n'y a pas de problème, mais ailleurs, faut y penser. Et dernière chose, quatrième, le permis international. J'ai loué des autos dans genre 15 pays dans ma vie, j'ai jamais pris un permis international, j'en ai jamais eu besoin. Est-ce que j'ai été peut-être excessivement chanceux à date? Oui. Je pense qu'en général, c'est pas mal une autre arnaque c'est de faire croire comme bien des choses, faire peur au monde, que vous avez que tu voulais être bien sûr, prenez-la, le permis international, on a un lien pour vous, Evelyne va le mettre. Evelyne l'a déjà mis en fait dans les commentaires, c'est pour avoir ça en ligne, ça va être la plus simple façon de l'avoir, mais si le pays ne le demande pas, vous pouvez prendre le risque, là, même si il demande, des fois il ne demande pas vraiment, mais bon, là, ça dépend de ta tolérance au risque, justement. Fait que juste à penser de vérifier s'il demande. Voilà, donc, bon, je dépasse un petit peu. Donner quelques astuces, comme je disais, en primeur pour le petit guide sur les autos de location pour vous sauver de l'argent là-dessus. Voilà, je vais faire venir Evelyne sur la vidéo et on va commencer à prendre des questions. J'en ai pas beaucoup, honnêtement, comparativement à d'habitude, fait que gênez-vous pas, parce que sinon, on n'aura pas assez pour meubler l'heure au complet. Là. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir. Donc, la première question de Joanne. J'ai comme projet d'aller en Jordanie à l'automne. J'ai des points aéroplan, Avios et avion. Que devrais-je regarder comme vol? Les trois. T'en as juste trois, littéralement. Fait que c'est vraiment juste de prendre le temps. Ça prend 1 minute par place, à peu près. Peut-être 2, là, le temps de te connecter, tout ça. Puis de les comparer. Parce que des fois, c'est juste que tu n'auras pas de disponibilité avec Avios. Fait que faut que tu checkes pour avoir une idée à peu près si tu as déjà une idée de tes dates environ. Là, tu dis l'automne. Fait que j'imagine que tu as peut-être une idée déjà sur si ça va être le mois d'octobre, novembre, tout ça. Fait que commence à regarder s'il y a de l'air d'avoir de la disponibilité. Puis au Canada, on n'est pas chanceux d'un côté, on n'a pas beaucoup de points aériens qu'on a accès facilement. Le upside de ça, le point positif, c'est que justement, quand tu veux comparer, tu peux tous les comparer, c'est pas très long. Il n'y en a pas 28 comme aux États-Unis. Fait que juste de regarder, tu vas le voir tout de suite s'il y a de l'air d'avoir de la disponibilité, puis quel prix sort. Puis avec avion, même principe avec leur tableau, souvent il y a des surcharges dans ces destinations-là, fait que c'est pas bon, mais tu vas le voir tout de suite en regardant. Mais c'est règle générale, Avios, il y a un vol direct Royal Jordanian, Montréal, Amman, qui pourrait être super intéressant, mais il n'est pas souvent super facile à pogner avec des points. Fait que
Sinon, ça va peut-être être Aéroplan qui va être mieux. Vraiment juste des comparés. Puis la base, ben, c'est ça, c'est de comparer si tu es flexible, si tu n'es pas pressé d'arriver comme à peu près tout le monde a l'air toujours d'être bien pressé d'arriver partout. Là, ça a bien l'air compliqué là, des fois, là, mais si tu es capable de prendre ça relax puis visiter une autre ville en même temps en route, ben là, ça te donne évidemment plus de possibilités. Fait que là, tu peux regarder le transatlantique le moins cher, puis voir s'il y a des deals entre l'Europe puis la Jordanie pour briser le billet en deux, puis peut-être sauver de l'argent ou des points comme ça. Fait que tu peux toutes faire ces options-là, juste les comparer, prendre le temps de regarder. Fait que moi, personnellement, pour la Jordanie, c'est ça. Probablement ça que je regarderais. Les vols transatlantiques sont tellement pas chers en argent souvent que je prendrais peut-être ça, puis après ça, des points de l'Europe à la Jordanie. Ça dépend des dates, ça dépend des prix, ça dépend comment flexible que tu es. Si toi, tu veux le vol direct, ben il y en a juste un. Fait que t'as pas beaucoup de flexibilité, on s'entend, là. Fait que ça dépend de plein de facteurs. Mais plus sur une note sur la Jordanie, je viens juste d'y aller en novembre. Puis fortement recommandé, honnêtement, c'était très cool. Moi, j'étais sur mon itinéraire tour du monde, là, fait que je partais de Roumanie, fait que c'est sûr que pour le billet d'avion, c'est pas. À moins que ça tente de faire New York, Londres, Oslo, Paris, Amsterdam, Bucarest, Istanbul et Istanbul, Amman. Dans mon cas, fallait que je fasse 15 transports aériens en 24 jours. Fait que c'était un petit peu the long way there, comme ils disent. C'était un peu le long chemin. Mais c'est ça, quand j'étais allé dans ces coins-là, souvent ça, via l'Europe, ça peut être un bon deal. Puis, anecdote, parce qu'on n'a pas beaucoup de questions, quand j'étais en Jordanie en novembre, j'ai justement loué une auto pour être très thématique avec la thématique du mois. Puis, il m'est arrivé quelque chose qui m'est jamais arrivé en 75 pays, c'est que je roulais vite. Bon, ça m'arrive dans tous les pays. Mais il y avait une police qui m'a fait signe au bout de la rue, qui m'a pointé sur le bord pour que je m'arrête. Fait que je m'arrête, je pensais juste avoir un ticket de vitesse ou quelque chose comme ça. Puis finalement, il me demande si je pouvais faire un lift à son collègue pour l'amener à l'aéroport, ce que j'ai trouvé absolument hilarant. J'étais tellement pris de court que j'étais comme voir que le policier me demande un lift. Je savais même pas que ça existait comme concept. Fait que j'ai dit non, mais j'ai regretté. Ça a vraiment fait une belle histoire de jaser qu'un policier sur la route vers l'aéroport, mais sur le coup, j'ai tellement été pris de court, j'ai fait comme non, reste chez vous. J'ai pas besoin de pas le goût de faire un lift à un policier, ni à personne, là, honnêtement, mais c'est ça, c'est très bizarre. Fait que si jamais tu loues une auto, peut-être qu'un policier va te demander un lift. Puis c'est super facile de conduire en Jordanie, honnêtement. Les routes sont plus belles qu'au Québec. Bon, la barre est excessivement basse, on s'entend, mais les routes sont super belles, pour vrai. C'est très beau pays à visiter. Petra, évidemment, un incontournable. Puis même Amman, très peu de temps que j'ai passé là, ça va être une ville underrated. C'est pas grand monde qui veut aller à Amman, mais ça va l'air beau. C'est cool. OK. On a Sophie qui dit cette semaine, j'ai découvert une nouvelle carte eSIM Simeo. Est-ce que vous connaissez? C'est une belle trouvaille. Nous en avons acheté une pour notre voyage au Mexique à la fin du mois de février. C'est bon pour 190 pays, juste à télécharger l'application. Toutes les eSIM sont bonnes pour les 190 pays. Tu fais juste télécharger l'application puis tu peux les acheter dans tous les pays. Celle-là n'est pas meilleure que les autres. Peut-être pas pire que les autres, mais fais juste utiliser notre comparateur. Tiens, Evelyne, si tu veux mettre le lien, on a un nouveau comparateur pour les cartes eSIM. Parce que la moins chère, c'est le même principe que pour tout le reste. La moins chère pour la Colombie sera pas la moins chère pour la France ou n'importe quel autre pays. Fais juste toujours comparer. Puis ça fait juste demander une application de plus à télécharger, puis tu peux la déliter après. Là. Fait que je me contenterai pas d'avoir juste une application parce que c'est sûr que tu vas payer plus cher. C'est ça, 100% sûr. Comparer toujours. Fait que celle-là, c'en est une comme les autres. Là, je l'ai jamais utilisée celle-là particulièrement. Mais ça, je prends n'importe quelle qui sort la moins chère sur notre comparateur. J'en ai pris 4, 5 sortes, 6 différentes, puis ils sont toujours. Ils se connectent au même réseau sur place. Tu sais, si tu vas en Colombie, peu importe la eSIM, il y en a 28 000 des sortes d'eSIM. Ils vont se connecter sur le réseau de Claro, exemple, en Colombie, puis ils vont tous être sur le même réseau. Fait que ça change absolument rien laquelle que tu prends. Prends la moins chère, tout simplement. Puis la moins chère, va pas être la même au Mexique qu'ailleurs. Fait que c'est toujours bon de comparer pour tout. Ensuite, on a Louise qui dit est-ce que si je paye une location d'auto avec mes points BMO, mon conjoint est assuré si c'est lui qui conduit? C'est une bonne question. Moi, je loue toujours, puis je conduis toujours moi-même. Fait que j'ai littéralement, jamais pris le temps de lire les détails. C'est sûr que moi, en tant que locataire qui conduit puis qui est assuré sur ma carte, je suis correct. Ce serait à vérifier, ça. Peut-être que non. Peut-être que c'est vraiment, faut que tu conduis si tu payes avec ta carte.
Peut-être que justement, il y a une exception pour les conjoints, vu que souvent les conjoints sont inclus. Fait que ce serait de lire la chose la plus fun à faire, lire un certificat d'assurance juste pour valider. Ça se peut que non. Bonne question, je ne sais pas la réponse. Okay. Ensuite, on a Sarah qui dit « J'aimerais aller en Turquie vers la fin mai pour éviter le crowd. As-tu des astuces pour moi? On serait 3 adultes. Est-ce que tu suggères une escale aussi pour y aller avec un stopover à 5000 de Aéroplan? On est ouvert et flexible. On a environ 3-4 semaines en tout. » C'est un bon temps. Moi, j'adore la Turquie. Je suis allé 5 fois au moins, je me souviens plus, peut-être 6, mais au moins 5 fois. Fait que j'ai plein d'astuces et de recommandations. Je vais commencer par une, premièrement, faut maintenant plus dire la Turquie, hein, si vous savez, c'est Turquie. Faut comme ajouter un i à la fin. Turquie, ils ont changé leur nom officiel. Plein de gens l'adoptent pas, mais c'est eux qui devraient décider c'est quoi leur nom, puis ils ont décidé que c'est Turquie. Fait que, voilà, premièrement, Turquie. Ensuite, pour ce que tu dis de stopover, c'est un des meilleurs deals, un des sweet spots d'Aéroplan, c'est ça, c'est que quand tu prends des points, pour 5000 points, tu peux ajouter n'importe quelle autre destination. Ben, n'importe quelle. Tu peux pas arrêter en Australie pour aller en Turquie, exemple, là, mais on s'entend là, ils sont quand même assez généreux dans les règles de routing qu'on appelle, fait que c'est pas, t'as pas besoin d'être sur le chemin à 100%, mais que ce soit semi-raisonnable là, de faire une escale quelque part qui est pas trop loin, mais comme je dis, ils sont quand même assez généreux. Fait que peut-être que tu pourrais même genre, faire une escale en, je sais pas, je l'ai pas testé, mais c'est comme en Afrique du Sud, voilà, ça se peut. C'est peut-être le borderline, mais il y a quand même de flexibilité. Fait que oui, si tu prends des points Aéroplan puis tu as l'intérêt de faire une deuxième destination, c'est un no-brainer là, pour 5000 points de plus. Là. Puis si tu sais que tu peux en faire un à l'aller et un au retour aussi. Si tu veux acheter 10 000 points pour faire 3 destinations, c'est possible aussi. Donc, un des beaux avantages d'Aéroplan. Avec 3-4 semaines, je pense qu'une destination de plus, c'est sûr que ça se fait. Deux, ça dépend si c'est un slow travel ou fast travel. Là. Il y a deux extrêmes là-dessus, mais c'est ça. Fait à toi de voir, probablement si t'es capable de trouver de la disponibilité et tout ça sur les vols aussi. Là, fait que ça va un peu te limiter dans ça. Mais oui, je recommanderais peut-être justement qu'il part en Afrique. Si tu veux quoi de vraiment différent des paysans ou en Europe pour un classique, mais en même temps en Europe, c'est tellement pas cher si on veut y aller normalement que ce qui est vraiment avantageux avec les points Aéroplan, comme tous les points aériens, c'est vraiment d'en profiter quand les vols sont chers en argent. Fait que de faire une escale, je sais pas moi, en Éthiopie, qui est comme fascinant comme pays, puis que ça coûterait énormément cher d'y aller en argent, ben, toi, tu pourrais l'acheter pour 5000 points, tu sais, puis tu passerais par un pays vraiment différent. C'est une idée comme ça, là, mais n'importe où, ça peut être un bon deal. Ouais, ben, sinon, astuce, ben, c'est ça, c'est que c'est un pays vraiment, ben, nous, tout est relatif quand nous, on a un pays qui s'appelle le Canada qui est comme énorme, là, mais la Turquie, c'est quand même grand, honnêtement, là, pour y avoir été 5 fois, là, c'est varié aussi, c'est-à-dire que, bon, Istanbul, un must, bon, je pense que si tu vas 3-4 semaines, il y a littéralement 0,0% de chance que tu n'aurais pas passé par Istanbul, mais c'est ça, c'est une de mes villes préférées au monde, c'est sûr que ça. La Cappadoce, qui est l'autre classique que tout le monde va toujours. La côte de la mer, sur la mer Égéenne, dans le fond, c'est comme l'équivalent de la Grèce, mais en Turquie. Donc, c'est tout très beau, les buildings blancs, la mer est magnifique, les côtes, c'est beau. Fait que ça, c'est un peu plus cher que le reste de la Turquie parce que, justement, c'est rendu comme aussi populaire que la Grèce. Là. Fait que c'est plus cher, mais ça vaut la peine de faire un tour si t'aimes ce genre de vibe-là de la mer. Sinon, l'alternative, c'est Antalya. J'ai vraiment aimé Antalya sur la Méditerranée aussi, mais un petit peu moins cher parce que c'est moins populaire. Ben, c'est quand même excessivement populaire, honnêtement. Là. Tu dis c'est fin mai pour éviter le crowd. Je sais pas à quel point ça va éviter le crowd en fin mai. Ça commence peut-être pas mal l'été. C'est mieux que l'été, c'est sûr, mais ça se peut qu'il y ait des places. C'est un des pays les plus visités au monde. Donc les visites. C'est moins connu des Nord-Américains, parce que c'est loin pour nous, mais les Européens adorent la Turquie. C'est un des pays, comme je dis, c'est dans le top 10 certains des pays les plus visités au monde. Des fois, il y en a pas mal à l'année. Je suis allé à plein de mois, puis il y a pas mal toujours du monde. Fait que ouais, c'est ça. Sinon, ben, c'est ça, je recommanderais de profitez-en au max. Il y a quand même beaucoup de place à voir ce pays-là. Puis tous les vols intérieurs sont tellement pas. Ben, je sais pas si c'est encore le cas, ça fait un petit bout, j'ai pas checké, là, mais sur mon terme, c'est pas compliqué. Là, que je suis allé, c'était genre. Les vols entre n'importe quelle ville, puis n'importe quelle ville, c'était 50 C'était 50-60 d'attitude tout le temps. Fait que, tu peux facilement, même si ça a l'air loin, tu peux prendre un vol à 50$, puis tu peux voir où est-ce que tu vas aller, puis il n'y a pas trop de stress de ce côté-là. Alright. Après, on a José qui voulait savoir, avec les cartes de crédit qui offrent le premier bagage inclus d'Air Canada, on m'a dit que les compagnies aériennes en alliance avec Star Alliance seraient incluses. Absolument pas. La personne qui t'a dit ça t'a
fourvoyer entièrement. Probablement pas de mauvaise intention, mais c'est la chose à peu près la plus commune dans le monde des voyages. Les gens pensent tellement connaître tout, puis finalement, ils savent pas nécessairement toujours de quoi ils parlent. C'est compliqué, il y a plein de règles, puis tout ça, puis je comprends, là, mais c'est ça. Fait que fie-toi pas à ce que des gens te disent, va voir sur le site, puis ça te le dit clairement que c'est juste sur Air Canada. Et non seulement juste sur Air Canada, il faut que ton premier vol soit sur Air Canada, parce que si tu pars des États-Unis, puis tu as un premier vol qui est sur United, même si tu as un vol Air Canada après avec une connexion, ben ça marche pas. Faut que tu check-in avec Air Canada, donc pas Star Alliance, pas aucun partenaire. C'est une carte de crédit Air Canada qui te donne des avantages sur Air Canada et c'est vraiment juste sur Air Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, là, si vous êtes nouveau dans le monde des récompenses de voyage, les cartes ont évidemment des grosses primes de bienvenue qui te donnent des voyages gratuits, mais ils ont aussi des avantages comme le bagage gratuit enregistré sur Air Canada. Donc Evelyne va mettre le lien des meilleures cartes Aéroplan. On a un article sur les meilleures cartes Aéroplan. Et ça te dit les cartes justement qui ont cet avantage-là. C'est sûr que si tu prends Air Canada ne serait-ce qu'une fois dans l'année puis que tu amènes des bagages enregistrés, ben c'est sûr que ça vaut la peine de prendre la carte. Pour le même prix que payer les frais de bagages, tu vas avoir une carte qui va te donner 600$ d'une shot, plus plein d'autres avantages. C'est sûr que c'est un no-brainer de prendre la carte si tu voyages sur Air Canada. OK. Puis ensuite, on avait Annie qui dit avec quelle carte c'est mieux de payer pour une voiture de location pour les assurances, la Amex Platine, Prestige Aéroplan ou autre? J'aurais pas pu mieux demander que quelqu'un parle de la carte Platine pour que je puisse vous rappeler que la Platine finit ce soir. Non, mais on en a parlé un peu là, depuis les cartes de derniers jours. Je ne veux pas vous la manquer. Si vous êtes intéressé par cette carte-là, l'offre, c'est sa meilleure offre jamais vue. C'est la meilleure carte premium au Canada, puis l'offre termine ce soir. Fait que c'est votre dernière chance. Evelyne va vous mettre le lien dans les commentaires. Fait que celle-là, la Platine puis la Amex Prestige ont les mêmes assurances. Essentiellement, c'est des cartes très premium. Fait que c'est sûr qu'ils sont meilleurs que les autres pour les assurances d'auto, en tout cas, de location. Peut-être pas nécessairement pour tout le reste, mais pour auto de location, moi, je paye toujours avec ma Platine quand je peux, là, en fait, c'est-à-dire tout le temps, là, finalement, parce que moi, j'ai que des bonnes expériences avec les assurances de la carte Amex Platine, là, donc, comme je disais tantôt, si toi, là, tu as une assurance avec peu importe la compagnie là, d'auto, là, si tu leur fais une réclamation pour, je sais pas moi, 10 000 là, c'est sûr qu'ils vont peut-être plus vouloir comme essayer de. C'est cher, 10 000 puis te perdre comme client, toi, désolé de pèse ta bulle, mais ils s'en foutent de toi complètement. T'es rien pour eux, là, puis t'es une personne, ils s'en foutent. Amex, par exemple, quand ils donnent un contrat à RSA, qui est le cas en ce moment de leur qui donne leurs assurances, ben c'est des dizaines de milliers de cartes, peut-être même des centaines de milliers de cartes. RSA, il ne veut pas perdre ce contrat-là, puis qu'est-ce qu'Amex veut quand ils donnent un contrat comme ça? C'est que leurs membres, leurs détenteurs de cartes, soient heureux, aient un bon service et ne soient pas déçus des avantages de la carte. Fait que RSA, là, oui, 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 et oui, et oui, et oui, ils disent toujours oui, c'est merveilleux. Fait que tu peux vraiment utiliser ces assurances-là en toute confiance avec les cartes premium comme ça, surtout la Platine à 799 par année. Capotez pas, allez lire notre article. Evelyne, je sais pas si tu as mis cet article-là, mais tu as mis la page de la carte peut-être, mais mets l'article qui explique rationnellement les frais, donc dernière chance, dernier jour. Ayez pas peur, mais c'est sûr que c'est la meilleure carte pour les assurances d'auto de location, c'est sûr. OK. Puis la prochaine question de Anne-Josie qui dit j'ai manqué une de tes premières astuces. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Alors, peux-tu les répéter rapidement, s'il te plaît? Les deux premières, c'était de comparer les prix sur tous les fournisseurs ont tous des prix différents. Puis deuxièmement, d'utiliser des points pour faire en sorte que ça coûte, pas juste moins cher, mais gratuitement si vous avez assez de points. Fait que c'était les deux premiers. Okay. Ensuite, on a Katrina qui voulait savoir, quand nous n'avons pas de contrainte de date et qu'on a des points, comment on trouve les billets moins chers en points? Il faut faire une recherche manuelle ou il y a un outil comparatif? Il n'y a pas d'outil comparatif aussi pratique que comme quand tu réserves, quand tu cherches des billets d'avion en argent, malheureusement. Par contre, on a justement un article qui s'en vient là-dessus, puis tu restes à l'affût, ou Evelyne, si tu veux mettre l'infolettre de points. On a une infolettre séparée pour les points. On envoie tout notre contenu là. Si vous en voulez plus sur ce qui est récompense et tout ça. Puis justement, c'est qu'il y a certains sites que tu vas pouvoir utiliser une vue calendrier au moins. Tu vas le voir pour tout un mois. C'est pas parfait, mais c'est pas mal mieux qu'une date à la fois. Parce que oui, ça a toujours été comme il fallait regarder manuellement. C'est plus compliqué qu'avec de l'argent parce que ces sites-là, ils te mettent souvent une force. Ils te forcent à te loguer in, donc te connecter à ton compte pour avoir accès aux résultats de recherche avec des points.
ça bloque la création d'outils puis de comparateurs, si on veut. Fait que c'est un peu fait pour que ce soit un peu plus d'effort pour trouver les points. Mais oui, c'est ça. Donc, exemple, tu ne mentionnes pas lesquels types de points aériens que tu as, là, mais fait que, exemple, si tu aurais des points British Airways Avios, il y a American Airlines, que même si tu ne vas pas réserver là, mais ils ont du calendrier d'un mois pour tous les partenaires de One World, qui sont les mêmes avec American Airlines et British. Fait que là, tu peux avoir le calendrier un mois complet de prix. Notre article va avoir tous ces détails-là pour chaque type de point. Mais il y en a que des programmes que tu n'as pas le choix, faut que tu cherches manuellement une date à la fois, malheureusement. Donc, si tu as Aéroplan, mais tu peux regarder sur United, qui a une vue calendrier, puis parce qu'Air Canada ne l'a pas. Fait que si la disponibilité est là, ben après ça, tu risques de la trouver sur le site d'Aéroplan, mais au moins, ça va te permettre de sauver un petit peu de temps pour la comparaison. Mais ça reste que c'est sûr qu'il y a un peu d'essai-erreur, puis de jus de bras à mettre un peu sur les recherches. C'est voulu pour que, justement, juste les gens qui veulent vraiment un bon deal puissent en profiter. Okay. Ensuite, on a Francine qui voulait savoir à quel endroit acheter des devises à Montréal pour Chili, Polynésie française, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Ne faites pas ça. C'est la pire façon d'avoir de l'argent d'une devise étrangère, c'est de la prendre d'avance ici. Toujours mieux de retirer au guichet tout simplement rendu à destination. À moins que tu veux vraiment en avoir un peu au début, puis mais même là, des ATM d'habitude, il y en a dans les aéroports. C'est pas les pires à prendre. Là. Les frais sont souvent plus élevés, comme tout dans les aéroports. Mais souvent, dépendant de ton plan pour te déplacer, tout ça, de l'aéroport à où est-ce que tu vas. Moi, j'arrive souvent dans un pays sans aucun... pas souvent, j'arrive 100% du temps dans un pays sans avoir la moindre devise locale. Puis si je n'ai absolument besoin, par exemple, pour prendre l'autobus parce qu'ils ne prennent pas la carte de crédit ou pour prendre un taxi si Uber n'existe pas, mais je pense que la dernière fois que j'ai pris un taxi, ça doit dater de l'ère Obama. Là. Tu sais, je veux dire, Uber existe maintenant. Bienvenue en 2025 tout le monde. Évitez les taxis à tout prix. Évidemment, mais je le dis, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas, qui pensent que les taxis, c'est une bonne option, mais faites jamais ça, un taxi d'aéroport, c'est terrible. Donc, bref. Voilà, c'est ça, de retirer sur place. Si tu veux absolument en avoir pour en avoir un petit peu quand tu arrives, ben là, j'ai aucune astuce à partager, parce que j'en ai jamais retiré au Canada, fait que je sais pas. De regarder les taux de commission, là, des taux de change que tous les bureaux ont, parce qu'ils peuvent tous charger un frais différent. C'est vraiment juste plus simple de retirer au guichet rendu là-bas. Puis moins cher, surtout. Okay. Ensuite, Anne-Josée voulait savoir pour Turo, si c'est pas seulement en Amérique du Nord. Bonne question. Une fois dans ma vie que j'ai essayé ça, c'était en Amérique du Nord. Fait que peut-être, si je vais sur leur site vite, pas de l'air d'avoir vraiment mais mettons que je marque Rome. Ouais, non. Il y a Rome, New York, Rome, Georgia, Rome, Pennsylvania. Fait que ouais, ça semble être effectivement juste l'Amérique du Nord. OK. Puis sa prochaine question, c'était ton conseil pour ne pas prendre des locations à l'aéroport, mais en sortir, s'applique-t-il aussi si on réserve à l'avance? Donc, je comprends que sur place, c'est vraiment plus cher. Ouais, réservez toujours tout d'avance. Il n'y a jamais de bon deal. Ça peut arriver, là, mais les chances que ça t'arrive sont faibles. Là, fait que oui, toujours de réserver d'avance. Fait que de comparer. Fait que c'est sur Booking.com, notre outil qu'on a parlé tantôt, tu marques, mettons que tu t'en vas, je sais pas moi, à Miami, tu marques Miami, mais souvent il va t'apparaître le choix à Miami, Florida, la ville, puis Miami International Airport, je fais Miami, Florida, la ville. Ça va élargir votre recherche à la ville au complet. C'est pas toujours, juste pour être bien clair, j'allais vite, mais c'est pas toujours le cas que ça va être moins cher en agence, comme toutes les astuces qui existent pour tout dans les voyages, ça dépend. Ça dépend des dates, ça dépend de plein d'affaires, fait qu'il faut juste prendre le temps de le comparer. Mais je veux pas que vous allez penser que ça va toujours être le cas. Là, genre 9 fois sur 10, probablement, là, j'estime vite là, que je loue à l'aéroport puis c'est moins cher. Mais ça vaut la peine. À chaque fois, je fais juste vérifier pour voir si justement faire 2 arrêts dans le métro ou 3 arrêts d'autobus pour aller un petit peu plus loin dans un autre quartier me donnerait 50$ de moins par jour. Ben, c'est sûr que je vais le faire, mais il faut juste comparer pour voir si ça vaut la peine. Okay. Ensuite, d'ailleurs, oui. je vais partager une autre astuce parce que trop peu de gens la connaissent. Là. Si vous voulez justement prendre, les transports en commun, là, c'est toujours le meilleur moyen de sortir d'un aéroport. Toujours.
en termes de prix, là, moi que vous soyez 6, là, peut-être pas, là, mais c'est même à 4, souvent, ça va être moins cher de prendre l'autobus, le train, whatever. Fait que ça, c'est la première option. Mais si vous voulez absolument prendre un Uber ou un taxi, là, si vous êtes pris des années 90, non, mais si vous voulez absolument prendre ça, ou qu'il n'y a plus d'autres options parce que vous arrivez tard le soir, quoi que ce soit, des fois les autobus ne runnent plus, prenez le shuttle d'un hôtel d'aéroport qui va le plus loin. Il ne demande pas de preuve de réservation. Là. Fait que vous rentrez dans un shuttle, puis vous embarquez, vous dites oui, oui, je m'en vais au courtyard, oui, oui, c'est ça. Mentez en pleine face du chauffeur du shuttle, puis commandez votre Uber de l'hôtel qui n'est pas direct à l'aéroport, vous allez sauver 30% direct là. Fait que, oui, c'est un peu plus long, comme tout dans la vie, quand on veut que ce soit simple, vite, confortable, efficace, c'est là que vous payez plus. Mais si vous n'êtes pas pressé, ça peut vous sauver pas mal d'argent sur les Uber d'aéroport. Alright. Puis donc, la prochaine question, c'était pour les pick-up. Donc, c'est correct, mais pour les SUV, est-ce qu'il y a une règle particulière aussi? Il faut vérifier aussi la valeur maximum en argent du véhicule selon l'assurance location de la carte de crédit. Oui, donc effectivement, donc SUV, non, il n'y a pas de règle, c'est vraiment juste pick-up, parce qu'ils veulent pas que les gens louent un pick-up, aillent s'acheter des 2x4 chez Canact et qui remplissent ça dans un pick-up, brisent tout, puis ils veulent pas que ils veulent pas couvrir des voyages pour des travaux manuels, exemple, que tu fais chez vous. C'est vraiment pour être, tu voyages et tu te couvres pendant que tu voyages. Avec SUV, il n'y a aucun problème. Oui, il y a toujours une valeur maximale. Donc, toutes les cartes ont un différent maximum. Il est quand même assez élevé. Puis, si vous êtes des voyageurs qui veulent voyager pour moins cher, vous allez toujours louer les autos les moins chers, ou en tout cas proches des moins chers. Vous n'allez jamais être proche du maximum, mais oui, à valider quand même. Là. Comme moi, j'ai pas pensé, mais juste en décembre, que j'étais à Miami, j'ai loué l'auto la plus petite. Moi, c'est pas compliqué, là, je m'en fous complètement quelle auto que vous me donnez. Là, fait que je prends toujours 100% du temps la moins chère. Même pas 99% du temps, 100%. La moins chère, je m'en fous. Et quand je suis arrivé au comptoir de budget à Miami Beach, et que moi, on n'a plus de char. Bon, finalement, il me fait sa petite gimmick d'essayer de me vendre un char plus cher. Je m'en fous. C'est ton problème. Donne-moi n'importe quel char que tu as. Là, il essaie de me donner un pick-up. Là, j'étais comme, non, non, je me fais pas avoir un autre voile. Je ne veux pas de pick-up. Je ne suis pas assuré pour les pick-up. J'ai loué une auto. Donne-moi une auto. Là, il m'est arrivé avec un Jeep Grand Wagoneer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est énorme. Là, je pense que c'est à peu près le plus gros char qui existe sur la planète. Tu vois, c'est ça, j'aurais peut-être dû checker. Parce que ça, peut-être que neuf, ça vaut quand même cher puis que je dépassais peut-être la limite. J'ai pas pensé de regarder parce qu'honnêtement, avec la platine, je pense que la limite est quand même haute là, de la valeur de l'auto. Mais oui, effectivement, à valider, surtout si vous louez une auto plus chère. Si vous louez la moins chère, vous n'avez même pas besoin de regarder. Mais si vous upgrade à de quoi de mieux, ça vaut la peine de peut-être googler comment ça vaut ce char-là neuf puis de valider que votre assurance vous couvre. OK. Puis la prochaine question, c'est de Monique qui dit bon, qu'elle aurait dû la poser hier, mais en passant, c'est vraiment pas grave. Là. Vous pouvez poser vos questions sur les récompenses voyage aujourd'hui aussi. Donc, je suis un peu mêlée. J'ai un numéro Aéroplan sans carte de crédit. Lorsque j'aurai une carte de crédit Aéroplan avec, j'imagine, le même numéro Aéroplan, est-ce que les points accumulés sur la carte de crédit que j'ajoute s'ajoutent à mon compte Aéroplan ou est-ce deux choses séparées? Oui, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas deux choses séparées. C'est les mêmes points Aéroplan. Des points Aéroplan, c'est des points Aéroplan. Fait que si tu les accumules, comme tout le monde devrait, même si tu n'as pas de carte de crédit, pour tes vols Air Canada, pour tes vols United, tes vols Lufthansa, tes vols sur 30 partenaires dans le monde, que tu devrais toujours mettre ton numéro Aéroplan, même si c'est très peu de points, mais c'est des points gratuits pareil. Et ensuite, ben, si tu prends une carte de crédit, ben, tu mets le même numéro et ça va tout être dans le même compte. Puis il n'y a vraiment pas de. La carte de crédit, c'est juste un outil de plus pour en accumuler plus, beaucoup plus. Mais c'est le même compte, effectivement. OK. Ensuite, on a un Frank qui voulait savoir c'est un conseil si je veux booker un trip au Népal, Bhoutan, Tibet, sans prendre un forfait à 12 000. Il me semble qu'on n'a pas le choix de prendre un tour operator pour visiter le Bhoutan. Ouais, donc ça, c'est le trio de destinations montagneuses de ce coin-là du monde. Premièrement, Népal. Ça, c'est super simple. C'est comme littéralement n'importe quel autre pays dans le monde. Tu peux faire. C'est super abordable. Tu peux tout faire toi-même. C'est un pays super ouvert aux touristes. J'ai failli y aller l'été passé quand j'étais en Inde. J'ai choisi Sri Lanka comme deuxième pays finalement, mais j'avais vraiment le goût d'aller au Népal. Fait que j'ai regardé un peu. C'est super abordable. Puis non, ça, tu peux faire ce que tu veux. Le Bhoutan, l'opposé complètement. Donc, effectivement, c'est un des pays les plus chers au monde à visiter parce que il limite le tourisme excessivement. Puis, quote-moi pas là-dessus, fait qu'il faudrait que tu regardes plus. Mais effectivement, aux dernières nouvelles, tu n'avais pas le choix de prendre un tour operator. Je me souviens qu'Evan m'avait dit qu'il y avait comme
peut-être des changements qui se feraient pour alléger ça un peu. Kevin a pu y aller. Il s'est fait gâter, là. Sa blonde, il a tout payé un beau voyage bien cher au Bhoutan parce qu'elle y allait déjà puis elle voulait qu'il vienne, là. Mais c'est ça, c'était vraiment très cher, là. C'était le voyage le plus cher que Kevin a fait de sa vie parce que c'est ça, t'as pas le choix de payer. C'est comme 12 000 semble énorme, là. Je pense que tu peux les faire plus courts aussi, là, mais c'est ça, c'est quand même cher. Là. Puis le Tibet, ben, c'est en Chine. La Chine, c'est ça, il y a des règles spéciales. Il faut juste s'assurer parce que ça prend des. J'ai jamais été, là, de toutes les fois que je suis en Chine, j'ai été à bien des places, mais pas au Tibet, mais c'est ça, comme exemple sur le visa le transit sans visa que j'ai fait 3 fois cet automne pour la promo que je fasse 15 vols. Le Tibet est exclu. Ça prend une permission spéciale. Tu ne peux pas y aller sans visa. Fait que je pense que si tu as le vrai visa chinois, c'est pas plus simple, mais à valider. Je pense que tu peux y aller indépendamment, c'est juste que tu as besoin d'un permis peut-être spécial, mais pas 100% sûr. Mais le Bhoutan, effectivement, ça c'est le pire de toute la planète quasiment. Bon, il y a la Corée du Nord, mettons, là, mais un peu moins attirant aussi. OK. Ensuite, on a Anne-Josée qui dit 2 conseils pour location de voiture si vous faites plusieurs pays et que des îles font partie de votre voyage. Donc, 1, s'assurer que la location permet de changer de pays au besoin et 2, s'assurer qu'on peut mettre la voiture sur un traversier. S'il n'est pas explicite dans le contrat, faites-le ajouter et signer manuellement. Ouais, c'est un bon truc en fait, toutes les frontières, là, parce que, règle générale, encore une fois, si on se tient, comme je vous recommande, aux grandes agences internationales, la plupart du temps, ils vous permettent de traverser les frontières. Des fois, il y a un frais, par exemple, il faut vraiment vous leur disiez si vous traversez les frontières. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une. Je pense que c'est un peu aussi une autre arnaque pour faire du cash, là, comme ils sont tellement bons là-dedans. Là. Je répète, l'industrie des autos de location étant la pire industrie qui existe sur la planète à peu près, en termes d'arnaque. Mais comme exemple, juste une fois, j'ai loué une auto en Afrique du Sud, puis je vais aller au Lesotho, qui est le pays qui est un rond littéralement tout entouré de l'Afrique du Sud. Fait que je dois être le premier qui voulait aller là. Puis c'est ça, ils m'ont dit, ah ouais, un frais de 25 $. C'était pas grand-chose, mais c'était comme 25 $, sinon ça marche pas, puis tu pourras pas rentrer au Lesotho. J'étais comme, ouais, je suis sceptique, mais bon, j'avais pas le goût de prendre des risques pour 25 $. Je l'ai payé. Puis quand j'étais arrivé aux frontières du Lesotho, ils m'ont jamais rien demandé, puis je suis pas sûr que j'avais vraiment besoin de le payer, mais des fois, ça peut être côté assurance, que si tu sors du pays, ben la compagnie d'assurance, la compagnie d'agence de location, si tu fais affaire avec eux pour les locations, ben là, ils pourraient ne pas te couvrir. D'où pourquoi, encore une fois, de prendre ta carte de crédit pour les assurances, parce qu'eux, ils s'en foutent dans quel pays tu es. Mais c'est ça. Fait que oui, à valider pour les frontières. Traversier, j'ai pas pensé ça, mais j'ai arrivé de prendre un traversier qu'une auto, mais ouais, ça peut être une bonne idée de valider que c'est permis. C'est le genre d'affaires plus rare que peut-être qu'il y a des règles justement spéciales. C'est des bonnes astuces. Puis une prochaine astuce, en fait, je pense, par rapport là, au conjoint qui prend la carte de crédit. Donc, dit qu'il n'est pas nécessaire que le titulaire de la carte soit le conducteur, mais il faut que le titulaire de la carte de crédit soit sur place. Ouais, donc, tu ne peux pas prendre la carte de ton conjoint pour louer la voiture si tu n'es pas avec. Mais si vous faites de quoi qui est moins straightforward que vous qui louez avec votre carte, puis si vous conduisez, ben validez quand même votre assurance. Faites juste lire pour être sûr que ça peut varier aussi d'une carte à l'autre, mais ça se peut très bien que les conjoints soient couverts. Si t'es là, ça serait bien. Moi, de toute façon, ma copine ne veut jamais conduire quand on va nulle part, fait que je n'ai pas eu besoin de le regarder, mais ça vaut toujours la peine de valider pour être sûr. OK. Ensuite, on a Joanne qui dit je vais en Slovénie en juillet 2025 grâce au point aéroplan, donc des conseils. Malheureusement, j'ai jamais été. Mon voyage de juin 2020 qui était prévu, c'était Venise, la Slovénie et la Croatie. Il est arrivé quelque chose là, après un temps 2020, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais j'ai pas pu aller à ce voyage-là. Les frontières étaient ouvertes, mais les assurances ont juste recommencé en juillet, fait que rendu là, ce plan-là tombait à l'eau avec ma copine. J'étais allé en Grèce en place, là, juillet 2020. C'était merveilleux d'avoir très peu de touristes sur les îles grecques en été. C'était une opportunité une fois dans une vie qu'on espère qu'il ne reviendra pas. Fait que, ce que je sais de la Slovénie, ben, c'est que c'est un super beau pays. Lac Bled, pas le choix, c'est sûr que tu mets ça sur ton itinéraire. Encore une fois, il y a probablement 0,0% de chance que tu es en Slovénie sans aller au Lac Bled, mais juste le mentionner, c'est tout le monde qui a été me dit que c'est aussi beau que ça en a l'air sur les photos. Sinon,
autre que ça, j'ai pas vraiment d'insight particulier à Slovénie. Autre que c'est super proche de plein d'autres pays, justement. Là. Fait que si tu veux en profiter pour avoir de la variété, tu sais, Venise je sais pas, des fois je sous-estime, là, mais d'après moi, Venise, à partir de la Slovénie, pas très long, là, 2 heures, je sais pas. Je pitche des chiffres complètement dans les airs, j'ai aucune idée, là, mais après ça, la Croatie, pas particulièrement loin non plus. Fait que c'est une belle place pour sortir un peu les sentiers battus. Ça s'en vient quand même assez populaire. Là. La Slovénie et la Croatie, c'est les pays de l'ex-Yougoslavie qui sont les plus développés, les plus riches, donc les plus chers aussi, les plus touristiques. Mais c'est quand même mieux que l'Italie. Donc, pour sortir un peu, emphase sur un peu, des sentiers battus parce que c'est pas grand monde quand même de Nord-Américains qui vont en Slovénie. Là. Tout le monde va toujours en Italie, Portugal, Espagne, France, comme si c'était les seules places qui existaient sur la planète. Là. Mais Slovénie, quand même moins populaire. Fait que je pense que c'est un très bon choix. Super, si tu as pu y aller en plus avec des points aéroplans, c'est génial. Ça, fait que non, malheureusement, sur les 75 pays que j'ai été, c'en est pas un encore que j'ai fait. Je suis allée, mais juste une journée. Fait que j'ai pas énormément de commentaires. J'ai habité pendant plusieurs années en Europe, là, fait que justement, tout est proche. Fait que je faisais souvent une journée dans des pays comme ça. Puis effectivement, là, c'est très beau. Mais j'ai malheureusement pas plus d'insight que ça. Puis, Sauf que ça a été au lac Bled. Oui. Évidemment. OK, parfait. Ça. Je me doutais, là, je veux dire, la place, là, c'est ça. C'est ça. Mais ça vaut la peine, là. Selon moi, chaque pays vaut la peine. Fait que il n'y a pas. Ça, c'est vraiment absolument la chose la plus vraie. Là. Tous les pays valent la peine. Après ça, est-ce que tous les pays valent la peine de passer 3 semaines complètes? OK, non, peut-être pas, mais au moins avoir un glimpse, là, un petit avant-goût d'un pays, je pense que ça vaut toujours la peine. Surtout quand, justement, t'es là, t'es proche, de passer une journée pour aller le pays voisin. En Europe, c'est assez facile. Là. Tu peux faire comme 10 pays en une journée si tu voudrais vraiment, là, si tu roules toute la journée. Là, mais voilà, ouais. Excellent. Ouais. Fait qu'ensuite, on a Joanne qui voulait savoir si elle devrait avoir l'ETIAS. C'est-tu par rapport à quelqu'un qui s'en... Oui, c'est Slovénie. Juillet, possiblement, peu probable, mais on va le savoir. Dans le fond, l'ETIAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est, dans le fond, ils n'appellent pas ça un visa, mais c'est un visa électronique que l'Union européenne, précisément, mais en fait, l'espace Schengen plus Chypre vont demander, donc 30 pays en tout, à partir de 2025. Ça fait, je ne vais pas exagérer, mais je pense que ça fait depuis au moins 2023, si c'est pas 2022, qu'ils disent que ça s'en vient, puis ça s'en vient jamais. Mais apparemment, cette année, c'est la bonne, mais ça fait qu'on ne sait pas encore. Mais ils disaient qu'il allait donner 6 mois de préavis, fait que, je pense que s'ils maintiennent, si c'est vrai qu'ils donnaient 6 mois, ben t'es correct, là, parce qu'on est le 28 janvier, fait que tu fais plus 6, t'es rendu au 28 juillet. Mais peut-être qu'ils vont le demander à partir du 30 juillet, je sais pas, puis toi, tu vas peut-être le 30 juillet. Fait à suivre, là, si t'es abonné à notre infolettre, on va tout vous le dire, inquiétez-vous pas, dès que la minute que la date est annoncée. Non, mais pour vrai, il y a du monde qui sont tellement stressés que ça, ils sont comme, ah oui, j'y vais en 2026. Okay, c'est beau, relax, c'est correct, là, inquiète pas, t'as le temps, là, ça presse pas, là. Mais c'est ça, ils ont dit qu'elle allait nous donner 6 mois de préavis. Ils ont aussi dit que ça commence en 2023, puis après en 2024, puis en 2025. Fait est-ce qu'on peut se fier à ce qu'ils disent? Peut-être pas. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vais répéter que le Royaume-Uni le demande déjà. Le visa, eux, c'est depuis le 8 janvier. Fait que c'est la nouvelle réalité. Comme je dis, je suis jamais pour les pays qui ajoutent des restrictions et des exigences, mais je suis assez raisonnable et rationnel pour au moins toujours voir le positif dans les choses. Puis le positif, c'est que peut-être enfin, les gens vont comprendre qu'il faut regarder les règles pour rentrer dans un pays. C'est littéralement la seule étape que tu as à faire. Tu sais, c'est la seule étape obligatoire. Tu peux ne pas avoir réservé d'hôtel, je l'ai fait plein de fois, tu peux ne pas avoir réservé de rien, tu peux arriver dans un pays, pas une scène, pas de plan, pas rien, les fait, ça ne dérange pas. La seule chose que tu peux pas faire, c'est pas regarder les règles. Parce que si tu ne respectes pas les règles, tu vas arriver au concours d'aéroport, au check-in, ils vont dire, ben, désolé, t'embarques pas, t'as pas le visa électronique qu'il faut que tu ailles. Fait vraiment, au moins, toujours regarder les règles du pays, c'est la seule chose obligatoire. Puis un autre commentaire là, sur les e-visas, ben, les gens capotent un peu, je pense, pour pas grand-chose, parce qu'on s'entend que ça prend 20 secondes à faire en 4 clics en ligne. Il faut juste que tu te prennes peut-être 2, 3 jours, peut-être une semaine à l'avance. En général, une semaine avant ton départ, la plupart des gens ont déjà leur plan, tout ça. C'est pas une surprise. C'est rare que ça arrive à certaines personnes, mais c'est rare que tu décides, OK, ben, demain ou ce soir, je pars en Allemagne. Habituellement, une semaine avant, tu le sais, puis c'est 2, 3 clics, 30 secondes, c'est fini. Puis mais d'habitude,
Mais Puis une il y des en choses que j'ai comme constat après 8 ans, ça fait 8 ans qu'on a Flight Troopers en passant. Puis d'ailleurs, on fait un concours. Si vous n'êtes pas abonné encore, Evelyne va vous mettre le lien. On fait un tirage pour 8 ans, 888 de vol gratuit. Très concept, hein? 8 ans. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Un des constats, c'est que les gens surestiment tellement comment les choses sont compliquées ou risquées. Ou, ils ont peur de tout, honnêtement. C'est pas une qualité, c'est correct. Des fois, c'est la nature humaine, puis tout ça, mais c'est pas une qualité. Fait qu'essayez donc de vous améliorer si vous êtes comme ça, parce que c'est pas une qualité d'avoir peur de tout. Non, ne serait-ce que tout le monde dit ah, les sentiments, c'est pas une qualité. Allez visiter, là, si vous n'êtes jamais sorti de l'Europe de l'Ouest, allez-y dans le monde, puis ouvrez-vous les horizons, vous allez voir que non, le monde n'est pas aussi dangereux qu'ils disent aux nouvelles, non, tout le monde ne veut pas vous tuer, non, vous n'allez pas tout le temps avoir des choses qui vont vous arriver, qui vont mal, tu sais, faut pas toujours capoter. Puis les visas, ben, c'est dans la même lignée, là, les gens, je sais pas, honnêtement, je comprends pas, moi non plus, là, c'est remplir un formulaire en ligne, là, je veux dire, tu fais ça pour comme 28 affaires dans une année, là, c'est vraiment pas compliqué. Si c'était ton nom, oui, ben t'écris ton nom. Si c'est ton numéro de passeport, tu l'écris, je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Fait que c'est une étape de plus. Il faut juste prendre le temps de regarder les règles du pays avant. Comme tu dis, 3 jours, c'est un peu serré, parce que des fois, ça peut être plus long. J'ai eu un peu peur, j'ai procrastiné, moi, pour mon visa de Vietnam, dans mon voyage de l'automne. Puis il a pris 5 jours, puis je l'ai eu comme 2 jours avant d'arriver, que j'allais au Vietnam. J'aurais dû me prendre un peu d'avance, mais j'étais comme, ah, c'est pas grave, je vais faire plus tard, je vais faire plus tard. Puis je suis tombé malade, j'ai fait 10 vols en 4 jours, puis là, j'ai quand même oublié. Mais c'est ça. Fait d'habitude, c'est une semaine, là, t'es correct pour la plupart. Des visas électroniques, c'est des vrais visas qu'il faut que tu envoies par la poste au consulat, tout ça, c'est autre chose. Là. Mais l'Europe n'ira pas là. L'Europe, ça va être comme le Royaume-Uni, ça va prendre, mettons, 30 secondes à remplir, puis une journée pour avoir la réponse habituellement. ça, c'est des vrais visas, j'en ai rempli souvent aussi parce que je fais du très slow travel, là. Comme je reste des mois de temps dans une même place. Puis, tu sais, c'est vraiment chiant, mais c'est pas la fin du monde, là. Fait que des visas comme ça, pour vrai, faudrait que les gens arrêtent de stresser, là. C'est vraiment facile. Anyway, la prochaine question de Anne-Josée. Donc, ton truc de revérifier le prix régulièrement, même si tu as déjà réservé ta voiture. Donc, plusieurs agences accotent le prix. Est-ce simple ou vaut mieux rebooker à moindre prix et annuler notre booking antérieur? Ben moi, dans la vie, j'ai deux priorités. Un, payer le moins cher possible, ça c'est sûr, je suis gratuit à la base, mais aussi je veux garder plus d'argent pour voyager plus. Puis deux, ben, c'est de faire le moindre effort, comme presque tout le monde, sauf que la plupart des gens ne comprennent pas que plus que tu fais d'efforts, plus tu vas économiser. Fait que la priorité 1 devrait être d'économiser, c'est économiser, puis la priorité 2, c'est de faire le moindre effort. Fait que je sais honnêtement pas. J'imagine qu'il y en a qui accotent les prix, mais ça m'a l'air beaucoup plus compliqué que juste booker le nouveau puis canceller l'autre. Ça se fait tout en clic sans avoir à parler à personne, qui est mon autre priorité, pas parler à personne. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'annulerais puis je referais un nouveau booking, mais si tu veux te donner plus de troubles, tu pourrais, à moins que ça, tu veux vraiment garder une compagnie X pour. Exemple, ce serait Hertz. Hertz avec ma carte platine, que là, se termine ce soir. J'ai des statuts élites chez Hertz. Ok, admettons que Hertz serait moins cher, il ferait du voyons, price match, là, du égalisation des prix. Peut-être que ce serait intéressant, mais tu vois, j'ai jamais regardé. Fait que je tiens pas tant non plus. Après, on a Sylvie qui demande si tu as déjà été en Albanie ou en Bulgarie, puis si ça vaut le voyage. Absolument, ce sont les deux que j'ai faites. Albanie, surtout, allez-y. Je ne peux pas vous dire assez fortement d'y aller avant que ça devienne la prochaine Croatie, que c'est rendu jacké les prix, rendu super touristique, rendu plein de touristes partout. Allez-y, ça presse parce que ça sera pas long que ça va devenir la prochaine Croatie. Donc, l'Albanie, c'est fascinant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le voisin de la Grèce. Donc, c'est juste au nord de la Grèce. Donc, la mer est aussi belle que le Corfou. Corfou est juste en face. Fait que si vous avez déjà entendu parler de l'île de Corfou en Grèce, ben, c'est là l'Albanie. C'est les mêmes eaux, c'est les mêmes côtes, c'est super beau. À moitié du prix, premièrement. La moitié des touristes, moins que la moitié en fait, là, beaucoup moins que la moitié. Mais surtout aussi, culturellement, c'est juste tellement fascinant. Donc, ce pays-là a été complètement fermé sur le monde. Donc, dans le sens, personne entrait, personne sortait. C'était complètement fermé sur le monde avec un régime dictatorial, socialiste.
je pense que ça a duré, je ne vais pas dire n'importe quoi, jusque dans les années 90. Là, fait que c'est quand même récent comme changement. Puis c'est ça, c'est complètement différent. C'est pas le meilleur dépaysement en Europe, honnêtement, là, vite comme ça. Peut-être la Bosnie aussi. Bref, fortement recommandé. Je suis allé 2 fois. Les 2 fois, j'étais avec Kevin, en fait, je pense. Si je me trompe. Les 2 fois, j'étais avec Kevin, on a fait des voyages ensemble. Puis, la première fois, on est resté à Tirana, la capitale. Bon, honnêtement, pas besoin de passer beaucoup de temps là. Nous, c'était juste, on se trouvait à passer par là. Euh, mais le deuxième, on a loué une auto, puis on a fait comme quasiment tous les pays. Là. On a un road trip pendant pas au moins une semaine, sinon, ouais, à peu près une semaine, d'après moi. Toute la côte, le sud, le centre, l'ouest, la côte et un peu l'est du pays qui est dans la vallée. Ça aussi, c'est super beau. Fait que, ouais, je ne peux pas recommander ça assez comme avant que ça devienne plus cher, plus touristique. C'est vraiment très haut sur ma liste des pays préférés en Europe. Bulgarie aussi. J'ai moins exploré. Kevin pourrait t'en parler. En plus, il passe un mois là chaque été depuis 3 ans. Là, fait que, il est pas mal plus un expert de Bulgarie. Il faudrait que je fasse écrire un article, chose qu'il n'aime pas particulièrement faire, comme vous avez sûrement remarqué, écrire des choses. Mais on va essayer de lui faire écrire un article. Donc lui, il passe un mois chaque été à Bansko, qui est dans les montagnes bulgares. Je sais pas s'il a vraiment exploré le reste du pays. Je sais qu'il était à Sofia. Moi aussi, j'étais à Sofia, donc la capitale. C'est cool. C'est vraiment cool comme ville. Est-ce que je passerais une semaine complète à Sofia? Probablement pas, mais pour arrêter, pour faire d'avoir une idée de c'est quoi la vie en Bulgarie, oui. J'ai bien aimé la ville, honnêtement. La belle architecture, c'est cool. Par contre, j'ai entendu des bonnes choses de Varna, de Plovdiv, donc il y a quand même une belle côte là, sur la mer Noire, eux autres, donc ça, j'ai pas été, mais apparemment très populaire, ça aussi. Aussi très abordable, là, honnêtement. Je sais pas si, je dirais peut-être un peu moins que l'Albanie, mais probablement pas beaucoup plus cher, là, vite de même. Là. Mais oui, je recommande les deux. Honnêtement, la règle la plus simple pour moi, pour l'Europe, puis ça c'est personnel évidemment, mais tu sais, Europe, tout est mieux à l'Est. Tout est mieux à l'Est. Allez le plus à l'Est que vous pouvez, c'est merveilleux. Donc, que ce soit pour les coûts, pour le nombre de touristes, pour l'accueil chaleureux, que les gens sont contents de vous voir au lieu de faire des manifestations pour vous dire décollissé, comme dans bien des pays européens de l'Ouest. Fait que, c'est des généralisations, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé tous les pays d'Europe de l'Est que j'ai fait. Donc, Bulgarie, Albanie, Macédoine du Nord, Serbie, Roumanie, j'en oublie là sûrement, mais bon, Hongrie, c'est pas tant, mais c'est plus à l'Est, fait qu'on l'inclut là-dedans, j'ai adoré Budapest, Pologne, pas tellement à l'Est non plus, mais adoré. Bref, c'est ça, tout l'Est, j'aime bien. Après, on a Dominique qui dit je viens d'inscrire à la platine aujourd'hui, mais il est indiqué que ça peut prendre 10 jours, jusqu'à 10 jours pour avoir ma réponse. Serais-je admissible à la prime telle qu'elle est aujourd'hui quand même? Ouais, donc avec American Express, c'est le jour que tu fais la demande qui compte. C'est pas le cas de toutes les banques, comme TD, pour donner un exemple. TD, il faut que tu sois approuvé avant la date limite de la changement. Fait que ça, c'est la particularité de TD. Presque, vite de même, presque toutes les autres banques, c'est vraiment la date que tu appliques qui t'applique l'offre en vigueur. Fait que t'es correct. Mettons que ça prendrait même 10 jours, c'est correct. Okay. Ensuite, on a Annie qui dit avec les nouvelles règles d'Air Canada avec les bagages de cabine, est-ce qu'il y a encore une carte qui les inclut? Oui, donc les cartes Aéroplan Premium, donc pas les cartes Aéroplan de niveau principal. Donc Aéroplan a plusieurs cartes là, parce que c'est le plus grand transporteur au Canada de loin. Là, c'est ça. Fait que je vais vous mettre le lien juste pour être sûr de vous envoyer à la bonne place. Donc ça, pour que ça soit plus simple, c'est ça, c'est Premium. Donc je viens de mettre ça dans les commentaires, c'est le lien des meilleures cartes Aéroplan qui t'envoie à la section Premium. C'est les seuls qui donnent le carry-on gratuit. Comme je disais tantôt, les autres donnent le bagage enregistré gratuit. Mais moi, c'est sûr, comme moi, je suis un pro des voyages, j'amène jamais de bagage enregistré. C'est la simple règle de base d'être un pro des vols. Pas des voyages nécessairement, mais des vols certainement. Et c'est ça. Fait que moi, ça m'intéresse pas, le bagage gratuit enregistré, mais le bagage de cabine, ça, gratuit, je l'aime bien avec la carte Aéroplan Premium. Puis, elle donne accès au salon d'aéroport Air Canada aussi. Fait que c'est vraiment la meilleure carte, mais bon, ça vient avec des frais plus élevés, évidemment, pour les cartes premium.
OK. Donc, ensuite, on a Denise qui dit je vais en France début mai. Donc, le visa n'est toujours pas en vigueur. Donc, comme on a dit, pas encore. Puis, en principe, ils vont le dire 6 mois d'avance. Donc, en principe, il n'y aura pas de problème. Après, Ensuite, l'ami qui dit, dans le fond, bonsoir à vous deux. Pour les 4 passes de salon VIP, dispo à compter du 30 avril sur la carte qu'on ne doit pas nommer le nom, sont pour le détenteur de la carte et un invité où il faut compter une passe par personne. Merci. une passe par personne. Donc, pour toutes les cartes qui ont des accès au salon, c'est toujours une passe par personne. Des fois, les enfants, en fait, presque toujours les enfants de moins de 2 ans, comme avec les billets d'avion, c'est gratuit. Certains salons donnent les enfants gratuits jusqu'à un certain âge, mais c'est quand même un élément assez rare parce que la capacité des salons, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un nombre X très limité de sièges, puis c'est ça qui est en quantité limitée. Fait que, s'en foutent, là, parce que je vois tout un gens qui sont fâchés, hein, mon enfant de 8 ans ne devrait pas payer autant pour. Ben, ton enfant de 8 ans, il prend un siège pareil comme moi, pareil comme quelqu'un de 50 ans, c'est des sièges qui manquent dans les lounges. Fait que oui, il devrait payer autant, même s'il mange moins, même s'il boit pas d'alcool. C'est pas ça le problème, c'est pas ça que ça coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est qu'ils ont de l'espace limité. Puis quand il n'y a plus d'espace, ils peuvent plus rentrer de monde, puis ils peuvent plus faire charger des frais aux nouveaux gens. Fait que c'est ça, il faut que tu payes s'il y a des enfants. Evelyne, si tu veux mettre le lien de la carte qu'on peut pas nommer, qui est une autre excellente offre, 1000 $. Celle-là, elle finit pas ce soir, mais si vous prenez pas la carte premium, prenez celle-là, s'il vous plaît, au moins, parce que ça va vous donner 1000 $, puis dès le 30 avril, 4 passes de salon par année. Même si vous prenez tout de suite la carte, vous allez avoir les passes le 30 avril, parce que le 30 avril, l'offre sera peut-être plus de 1000 $. Elle n'a pas de date de fin publique, fait qu'on ne sait pas. Donc voilà, je vous recommande cette carte fortement pour 1000 $ et 4 passes de salon. Okay. Ensuite, Sylvie dit sur mon compte Marriott, c'est indiqué un certain nombre de points et juste à côté un nombre de nuits, exemple 75 000 points, 15 nuits. Que signifie ce nombre de nuits? Ouais, donc ça met souvent les gens, fait que je vais essayer de l'expliquer vite, là, mais dans le fond, tous les programmes, que ce soit hôtel ou vol, transporteur aérien, même auto-location, il y a deux choses. Il y a tes points, ça c'est la devise qui te permet d'utiliser pour avoir des vols gratuits, des hôtels gratuits, c'est des points. Ça, c'est une chose. Après ça, il y a toujours un instrument de mesure de ta loyauté, ta fidélité, c'est pour les statuts élites. Donc, pour 99% des gens, c'est pas important, ça, parce que vous voyagez pas assez souvent pour avoir un statut élite. Par contre, si ça vous intéresse, statut élite, ben, c'est ça les 15 nuits. C'est-à-dire que tout à la carte Marriott, Bonvoy, American Express, que Evelyne va mettre le lien pour ceux qui s'intéressent. Si vous voulez une carte qui donne des points d'hôtel, honnêtement, j'attendrai parce qu'elle va sûrement avoir une offre augmentée bientôt, comme à chaque année. Mais si vous tenez à avoir des points d'hôtel rapidement, c'est une excellente carte qu'on va vous recommander excessivement fortement dès que l'offre va être augmentée. Fait que cette carte-là, elle a comme avantage un raccourci au statut élite. Fait que juste parce que tu as cette carte-là, tu obtiens 15 nuits et des nuits élites. Fait que ça veut dire que c'est comme si tu avais passé, parce que dans le fond, pour avoir un statut élite, il faut que tu passes un certain nombre de nuits dans les hôtels. C'est comme ça qu'ils mesurent. Les vols, ben, avec Air Canada, il faut que tu prennes le plus de vols possible pour être élite. Les hôtels, il faut que tu restes le plus de nuits possible. Fait que toi, finalement, juste avec ta carte, ça t'a donné 15 nuits. Fait que tu pars l'année au 1er janvier comme si tu avais déjà fait 15 nuits pour t'aider à avoir des statuts plus facilement. C'est comme un raccourci. Donc, il te donne 15 nuits que tu n'as pas besoin de faire pour atteindre des statuts. Mais ça ne te donne rien autre que les statuts. C'est vraiment juste pour les statuts. Je sais pas si ça répond à la question. Sinon, tu peux reposer une précision. On va essayer de passer à tout le monde. Je vois qu'on a quand même pas tant. Tu sais, gênez-vous pas si vous êtes vous hésitez, là. Je sais, des fois, j'ai un ton, là, comme je fais. Tu sais, j'en ai pas de questions niaiseuses, ça me fait plaisir de répondre. J'aime aussi vous dire comme la logique derrière, puis expliquer, parce que je veux que vous appreniez, et que vous ne soyez pas juste tout le temps dépendant de moi pour vous trouver vos réponses, mais ça me fait plaisir de répondre pareil. OK. Puis on a Francine qui précisait là, pour l'achat de devises que ce ne serait pas à l'aéroport, mais en croisière. En croisière, écoute, j'ai fait un grand total de 0 croisière dans ma vie. Fait que c'est sûr que je connais moins ce monde-là. Mais ils doivent prendre les cartes de crédit dans les croisières. Je veux dire, jamais je créerais. Puis là, j'imagine que ça va être pour les escales. OK, c'est ça. Puis là, vu que tu as comme juste une journée. Mais tu sais, il y a des ATM partout, honnêtement. Là, c'est vraiment pas stressant. Tu sais, je sais pas, là.
n'importe où, je pense que tu vas arriver sur un bateau de croisière dans un port, c'est la place, littéralement la place la plus touristique du pays. Tu vas arriver dedans, là, parce que c'est par défaut, les bateaux de croisière. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir un ATM pas loin, là. Fait que je pense que ça serait quand même mieux de juste se fier au ATM. Mais en toute honnêteté, c'est ça, je connais pas beaucoup les croisières. Euh, Ça, je me souviens pas, elle disait les noms de pays tantôt, puis j'avais pas vraiment porté attention parce que j'étais comme peu importe le Ouais, mais pays. c'était comme Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie. Bon, honnêtement, c'est des pays super développés. Ouais, j'irai avec l'ATM, ça, y a pas de stress. Ça, des fois, ça peut être comme dans un pays vraiment, bon, n'en nommer, mais c'est un pays vraiment en voie de développement, un petit peu moins organisé, moins d'infrastructures. Bon, là, ça se peut que ça soit plus compliqué de trouver un ATM, mais un pays développé, je pense qu'il n'y a pas de stress. Encore là, honnêtement, c'est vraiment rare que tu peux pas payer avec ta carte. Je dirais, à part en Allemagne, là, qui sont comme là-dessus, sont vraiment pas avancés. Là. À part en Allemagne, je sors jamais de cash nulle part. Là. Tu peux payer tout le temps partout avec une carte. C'est sûr, il faut que tu fasses attention à laquelle tu prends. Là. Mais je dirais en voyage, c'est, mettons, quand je reviens du Brésil, puis j'avais sorti de l'argent parce que je me disais, ah, je sais pas s'ils vont prendre les cartes partout, puis finalement, ils prennent partout. Je suis revenue avec le cash que j'ai amené, je savais même pas quoi en faire, puis Ouais. c'est... Ça, c'est vrai aussi. Là, mais c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des places qui n'apprennent pas, mais c'est quand même très rare aussi. Moi aussi, je suis arrivé à Séoul au mois de décembre, puis le métro prend pas les cartes. Fait que, tu sais, genre, c'est fou parce que la Corée du Sud, c'est tellement avancé technologiquement, puis c'est tellement moderne, mais non, excusez-moi l'expression, mais leur assistant de métro prend pas les cartes de crédit, c'est super archaïque. Tu peux même pas, genre, il n'y a pas rien que tu peux faire, t'as pas le choix, tu peux juste payer en argent. J'étais comme, mais c'est rare, c'est quand même assez rare. C'est quand même étonnant pour la Corée, ouais. J'ai été très étonné honnêtement. Puis pourtant, je l'avais lu sur Wikitravel, en passant pour tout le monde, si vous cherchez le moindrement comment vous déplacer d'un aéroport à la ville, le meilleur outil, c'est Wikitravel. Donc, honnêtement, le reste du site, je m'en sers pas vraiment. Tu sais, les choses, ils disent aussi quoi faire dans la ville, tout ça, je me fie pas à ça, mais pour comment se rendre de l'aéroport à la ville, c'est number one, c'est super à jour, puis il y a tout, ça te dit l'autobus, tant, passe à tel endroit, il coûte tel, tu peux payer en carte, tu peux pas payer en carte, ça te dit tout. Puis je l'avais lu que c'est le métro prend pas les cartes, puis j'étais comme, peut-être que c'est vieux, peut-être que je vais être capable. Non, c'est vraiment vrai, c'est pas très moderne, malheureusement. OK. Puis bon, et justement, la prochaine question de Jocelyne, c'est un peu dans le même thème, là. Quelles sont les options à l'aéroport de Paris si on prend pas un taxi? Ben, en Europe, c'est super facile. Il y a toujours une option de transport en commun. Là. Fait que soit un train, soit un autobus, n'importe quelle ville d'Europe, 100%, non, peut-être pas 100, là, mais tu sais, genre, n'importe quelle grande ville d'Europe, toujours le transport en commun, train ou bus. Paris, ça dépend à quel aéroport que tu arrives. Charles de Gaulle, il y a le train. Puis Orly, il n'y a pas de train encore, je crois. Il y a un autobus. Je l'ai déjà fait. Fait que tu prends l'autobus, il t'amène direct au centre-ville, la vieille ville, le centre de Paris. Mais je pense qu'il travaillait sur une extension du train pour aller à Orly. Je ne sais pas si ça n'a pas déjà ouvert, même là, ça fait un bout que je peux aller à Orly. Mais Charles de Gaulle, c'est ça, il y a un train qui t'amène direct. Là. Fait ça, dans une grande ville européenne, honnêtement, je prends même pas la peine de regarder, moi, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un train, puis c'est toujours bien indiqué. Mais c'est encore mieux, là, si tu n'es pas lâche comme moi, puis tu prends 3 secondes pour aller sur Wikitravel, puis ça va te dire exactement tel train, coûte tant, l'autre. Puis souvent, même en Europe, il y a plusieurs options de train. Donc, un plus vite qui va te coûter plus cher, évidemment. Un petit peu moins vite, mais coûte à moitié du prix, fait que dépendant si t'es pressé ou pas. Fait que Wikitravel, pour ça, va être le best. Mais oui, à Paris, Charles de Gaulle, il y a définitivement un train, là, je l'ai pris il y a 2 ans peut-être. OK. Ensuite, on a Louise qui voulait savoir, selon toi, le meilleur itinéraire pour aller à Tahiti en correspondance autonome au meilleur prix. Ça, c'est quand même assez simple parce qu'il n'y a pas 1000 options. Donc, pour Tahiti, c'est via San Francisco ou Los Angeles. Il y a French Bee, qui est un transporteur ultra low cost français, qui a des vols qui sont souvent vraiment pas chers de San Francisco à Los Angeles. Mais c'est genre, tu vas sauver la moitié du prix au total, même en ajoutant ton autre vol vers Montréal, San Francisco, Montréal, Los Angeles. Ça que regarde ces deux-là, ça risque d'être la meilleure option pour Tahiti. OK. Ensuite, Monique voulait savoir, est-ce que tu parleras des meilleures cartes de crédit pour les personnes de 65 ans et plus et pour les assurances Groupe Voyage Québec? Pour les assurances Groupe Voyage Québec, je ne sais pas ce quoi ça fait référence, ça, mais
Pour les assurances de 65 ans et plus, oui, il n'y en a pas beaucoup de cartes qui couvrent longtemps pour les 65 ans et plus. Oui, c'est quelque chose que, oui, il faudrait que je me prenne une note. Regardez, je vais vous prendre une note tout de suite pour le faire parce que ça fait plusieurs fois que vous nous le demandez, ça. Puis bon, ben, c'est sûr que moi, j'ai pas tendance à regarder ça parce que j'ai pas 65 ans, mais je vais arrêter d'être égoïste puis je vais le faire l'article pour vous qui avez plus de 65 ans pour que vous puissiez vous aussi au moins économiser un peu. Mais comme je dis, c'est pas beaucoup de cartes qui donnent des longues couvertures dans ce cas-là, mais vu que vous avez comme une certaine couverture d'incluse, en achetant le surplus, souvent ça revient moins cher que l'acheter indépendamment. Oui. Après, Daniel dit je quitte en mai pour un road trip dans les pays baltes. Je réserve mon auto à partir de Varsovie. As-tu des suggestions, recommandations? C'est une des places où j'ai le plus hâte d'aller en Europe. En fait, il y a tellement d'endroits cool, tellement peu de temps, c'est ça le problème tout le temps. Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas les pays baltes, c'est Estonie, Lituanie, je vais y aller dans l'ordre. Donc au nord, l'Estonie, la Lettonie au milieu, puis la Lituanie au sud. C'est ça va vraiment fascinant. C'est comme un mix, c'est super intéressant de l'influence nordique, scandinave, mais aussi soviétique, est-européenne. Fait que ça a l'air vraiment cool. C'est des pays encore pas trop touristiques. C'est bon, c'est l'Europe, puis c'est plus que l'Europe de l'Est, les Balkans, mettons, mais quand même assez hors des sentiers battus de pas pire. Là. Fait que j'ai pas été encore malheureusement, j'ai pas de suggestion, recommandation, autre que je suis très jaloux que tu y ailles, puis ma suggestion, c'est d'en profiter. Mes recommandations, profitez-en pour visiter un peu la Pologne, si tu as le temps. Honnêtement, moi, j'ai adoré la Pologne. Euh, Varsovie, c'est la seule place que j'ai été, puis tout le monde m'a dit que c'est comme la pire place. Ben, pas dans le sens que c'est pas bon, mais c'est que les autres places sont tellement mieux. Tout c'est un détour pour toi. Peut-être que ça vaut pas la peine d'aller genre à Cracovie, puis des places comme plus intéressantes, mais ouais, c'est peut-être de garder une journée ou deux là à Varsovie. Moi, j'ai vraiment aimé la Pologne. Ça te permet de voir un autre vibe. Euh, Si tu as des points Marriott, il y a quelques bons usages de points Marriott dans les pays baltes. C'est un peu pour ça que je veux y aller, parce que je suis un peu accro aux points et aux nuits d'hôtel gratuites. Mais ça, il y en a un à Kaunas, donc la deuxième plus grande ville de Lituanie, qui est vraiment pas chère, qui est en plein centre-ville. Puis l'autre, si je me trompe pas, je pense que c'est Riga, la capitale de la Lettonie. Fait que peut-être à valider, mais c'est vrai que c'est des points Marriott. Sont quand même pas chers, surtout pour l'Europe, là, c'est vraiment pas cher pour l'Europe. Donc, ma seule recommandation de ce côté-là. Ouais. Après, Henri veut savoir, pour être certain de bien comprendre le fonctionnement du bagage gratuit, est-ce que je réserve via le site d'Air Canada, tarif de base sans bagage, et lorsque j'arrive à l'aéroport, je présente mon bagage et la bagagiste ne me charge pas si je montre la carte de crédit me donnant droit au bagage gratuit? Donc, je suis un pro des vols, fait que j'ai jamais amené de bagage enregistré de ma vie. Fait que ce que je vous dis, je l'ai pas testé moi-même. J'aime toujours tout d'habitude tester pour vous, là, parce que c'est toujours le meilleur moyen. Mais ça, je veux pas le tester, puis je le testerai jamais. Bon. Fait que, cela dit, c'est supposé être automatique. Donc, si tu réserves sur le site de Canada, connecté à ton compte, par défaut, il va être gratuit. Ils savent, c'est connecté, que tu as la carte. Sauf que c'est connu aussi parce que tu n'es pas obligé de réserver sur le site de Canada. Tu devrais, juste pour être très clair, tu devrais. Mais si jamais tu réserverais, je sais pas moi, donc tu aurais des points United, puis tu veux réserver avec tes points United, tu peux pas réserver sur le site de Canada avec ça, ben, tu aurais ton bagage gratuit en montrant ta carte, effectivement, au comptoir. Fait c'est comme le backup. C'est juste manuel, puis c'est plus long, puis ça te ralentit. Fait que c'est sûr que c'est un peu plate pour ça, mais ça se fait, il n'y a pas de problème, oui, en montrant la carte dans le pire des cas, sauf qu'automatique si tu réserves sur le site. Finalement, on a quand même pas mal de questions, c'est bien. Vous avez répondu à mon appel. Au début, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'avais peur, là, mais fait que je vais essayer de répondre un peu plus vite. Puis si je réponds pas à votre question quand je vais trop vite, ben reposez-la tout de suite dans les commentaires pour la précision que vous voulez, puis on va y revenir. Juste pour être sûr qu'on puisse répondre à tout le monde dans les 41 prochaines minutes. Okay. Après, on a Nathalie qui dit on m'a parlé du site Roam qui fait des recherches par points. L'avez-vous testé? Oui, donc il y en a plein de ces outils-là. C'est un peu ça l'article que je disais là, qui est en route là, pour les recherches de points. Honnêtement, moi je suis old school un peu là-dessus, mais on a juste 3 programmes à peu près au Canada, fait que c'est pas plus long d'aller juste voir les 3 programmes. Parce que tous ces outils-là, que ce soit Roam.me, que ce soit PointMe, il y en a plein, ils sont tous dans l'article qui s'en vient, là, je vais vous les montrer les pour et les comptes de chaque. C'est que ça n'a pas toujours tous les résultats. Donc, pour donner juste un exemple, Air Canada, Aéroplan, donc le plus important programme aérien au Canada, ils ont envoyé des mises en demeure à plein de ces sites-là, parce qu'ils veulent pas, parce que c'est pas, en fait,
c'est pas juste un spin PR, là, mais ils veulent pas que ça soit trop facile parce que ce qui arrive, c'est vrai, des fois ils disent de la bullshit, les transporteurs aériens, comme toutes les compagnies en fait, là, ils sont très forts sur la bullshit, là, mais pas eux, là, je parle en général, là, toutes les compagnies. Mais c'est vrai que c'est pour protéger les membres, dans le sens que quand c'était disponible sur Romy ou whatever, tous les autres, là, la minute qu'il y avait une alerte que le siège de classe affaires de Montréal à Tokyo était disponible à bas prix, ben c'est des peddlers de arnaqueurs de points de pays asiatiques qui sont vraiment populaires, qui les pognaient de suite. Et fait que, ils pognaient de suite, après ça, ils revendent, ils font des manigances avec ça, parce que c'est super payant. Et parce que, si vous ne savez pas encore, les vols à classe affaires, c'est de loin la meilleure façon d'utiliser des points aériens parce que ça vaut tellement cher d'argent, tellement pas cher en points, que c'est là que tu peux vraiment avoir la meilleure valeur. Fait que, ils sont super, super populaires quand il y a des sièges disponibles. Puis quand les outils rendaient ça trop facile à trouver, ben, c'est vrai que les vrais membres qui veulent vraiment voyager puis qui veulent en profiter, ils ne pouvaient jamais parce que tu avais les peddlers qui pognaient tout de suite puis qui ils revendaient. Fait que, c'est ça. Fait que voilà. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Je vais avoir le guide là-dessus dans les prochaines semaines. Tu peux les essayer. C'est surtout ceux qui sont gratuits. C'est juste que c'est pas la panacée. C'est pas. C'est ça. Il n'y a pas toutes les datas dessus. Puis c'est plus simple des fois de juste aller manuellement, mais ça peut être des outils intéressants. OK, après, on a Sarah qui dit: J'ai vu la promotion des nuits doublées de Marriott qui a commencé aujourd'hui. Je suis statut élite juste parce que j'ai la carte Bonvoy. Est-ce que ça vaut la peine de me créer des besoins et aller dans des hôtels pour obtenir le statut Gold, dont je ne connais pas très bien tous les avantages, mais peut-être que ça me servirait en Turquie? Si c'est avantageux, as-tu des conseils sur des hôtels pas chers et malheureusement en Amérique du Nord, même si c'est souvent des Antonymes? Sarah, c'est une experte. Elle a tout compris, en tout cas, jamais vu autant d'affaires bien dit dans un seul message. Non, non, pas vrai. Oui, c'est sûr, c'est un peu antonyme, mais justement, je vais avoir un article spécifique là-dessus. Au Mexique. La clé se trouve au Mexique, donc il y a plein d'hôtels qui coûtent pas cher en argent. Fait que tu peux t'en sortir pour vraiment pas cher si tu trouves des vols pas chers pour certains endroits. C'est pas partout, c'est pas toutes les places super populaires nécessairement, mais ouais, fait qu'il y a plein d'hôtels. J'ai un article qui s'en vient justement exactement pour ça, pour ceux qui veulent aller chercher pour pas cher. Aujourd'hui, je vous ai publié l'article sur la promo en tant que telle. Fait que juste pour précision dans ton commentaire, tu dis la promotion des nuits doublées qui commence aujourd'hui. Elle commence pas aujourd'hui. Elle a été annoncée aujourd'hui, mais elle commence le 11 février. Quand même juste une petite nuance, là. D'un coup, vous auriez des plans de partir demain aller au Mexique pour vous faire des nuits élites doublées. C'est pas commencé encore. Fait que c'est le 11 février. Mais oui, c'est ça. Pour ce qui est Gold, c'est pas le statut, je vais être très honnête, c'est pas le statut à tout casser, là, c'est pas très haut dans la pyramide. Cela dit, en Turquie, l'hospitalité est excellente, fait que s'il y a bien de place, en fait, n'importe où autre que l'Amérique du Nord et que l'Europe de l'Ouest, toujours mieux traité dans les hôtels à la base, puis avec le statut élite, encore plus. Fait que j'ai jamais été Gold. J'ai toujours été plus que ça. Fait que j'ai pas énormément d'expérience avec juste Gold, mais j'aurais tendance à penser que ça pourrait valoir la peine, honnêtement, parce que c'est ça, la Turquie, il y a beaucoup moins il va y avoir beaucoup moins d'Américains puis de Canadiens un peu aussi, mais surtout des Américains là, qui sont des membres Marriott qui ont des statuts élites. Fait que Gold est peut-être meilleur là-bas, assez pour avoir des upgrades de suite, peut-être. Je sais pas. Je penserais pas, parce que c'est quand même pas des suites, mais un bon traitement VIP, ça se peut. Fait que tout dépend vraiment de comment ça te coûterait faire ça, tu sais, parce que là, tu as déjà 15 nuits. Fait que pour atteindre Gold, t'en manques pas beaucoup, là. C'est quoi Gold? J'ai un blanc, là, mais c'est 25, fait que t'en manquerais juste 10, fait que t'as juste besoin de faire 5 nuits, fait que ça coûterait pas grand-chose. La question, c'est plus, est-ce que tu devrais viser Platinum? Si t'es pour le faire, c'est le temps, avec le fait que c'est doublé. Donc, c'est ça. Fait que pour Platinum, tu en aurais besoin de 17. Tu n'as peut-être pas le temps de partir 3 semaines comme ça. 2 semaines et demie. Ça, on va être un peu plus. 2 semaines et demie. Ça, c'est sûr que ça vaudrait la peine, dans le sens que Platinum, tu as accès au déjeuner gratuit dans presque toutes les marques de Marriott. Tu as accès aux lounges dans les hôtels. Parce que oui, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a des lounges autant dans les aéroports, mais dans les hôtels. Pas tous les hôtels, mais dans les hôtels plus luxueux.
tu as accès au lounge, tu as accès à plus d'upgrades, des suites en étant platinum. Peut-être plus lui qui vaudrait la peine, honnêtement, mais dépendant, c'est ça. Créer des besoins, oui, c'est sûr que ça te crée des besoins si tu n'avais pas de voyage prévu. Mais un petit voyage au Mexique, ça se prend bien, dans un hiver québécois, il me semble. Moi, j'avais déjà l'intention, parce qu'à chaque année, ils le refont, ce promo-là, de doubler les nuits élites. Puis, j'avais déjà prévu cet hiver, je vais quelque part, je vais au moins 2 semaines, sinon 3, pour aller me banquer bien des nuits pour pas me ramasser comme l'année passée, qu'il a fallu que je fasse un mois en Asie à la dernière minute pour me qualifier. Donc, je n'avais pas profité des doubles nuits. Fait que voilà. On va avoir plus de contenu sur cette promo-là dans les prochains jours, ça c'est sûr. Donc, je vais te spotter. J'ai regardé vite tantôt, je l'ai vu à Puebla, je pense, au Mexique. 61 $ canadiens, taxes incluses. Là, ça commence à être intéressant. Là. Puis il est bien coté en plus. Là. Ça commence à être pas cher pour avoir un statut facilement. OK, la prochaine question, c'est de JP qui dit: J'ai fait la promotion SAS pour le million de points. J'ai 4 vols que j'arrive pas à enregistrer: Vietnam Airlines, Ximen China Eastern et Kenya Airways. J'ai écrit par email, mais j'ai pas de réponse. Je fais quoi? On va y aller dans la fois. Fait que celle-là, pour ça, si tu as envoyé la bonne email, qui, si je ne me trompe pas, c'était EB Retro, là, quelque chose comme ça. Attends, je peux sûrement retrouver ça assez vite parce que je l'aurais écrit moi aussi. ebretro@sas.se. Fait que si tu écrit à ça, tu n'as rien d'autre à faire. Ils sont débordés. Tu devrais avoir reçu, en tout cas, j'espère que tu as reçu un courriel cette semaine justement qui disait: on est encore en train de travailler à tout refaire les réclamations. Fait qu'ils ont beaucoup sous-estimé à quel point beaucoup de gens voulaient avoir 1 million de points. C'était complètement dans le champ, honnêtement. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, là, de penser que ça ne serait pas populaire. Clairement, ils ne connaissent pas les gens qui trippent ces points, là, parce que c'était évident que tout le monde capoterait. Sur ça, ils voudraient 1 million de points, surtout que c'est si facile à aller chercher. Fait que si tu ne l'as pas écrit à EB-Retro, renvoie-le, ebretro@sas.se. Puis vraiment, toutes les informations que le formulaire demande. OK, attends, je vais recommencer une étape. Est-ce que tu as essayé le formulaire sur leur site des claims? Commence par ça. Parce que Vietnam Airways a marché avec moi sur le formulaire. Fait que commence par le formulaire. Puis après ça, si le formulaire ne marche pas, comme moi, Kenya Airways, il n'a pas marché le formulaire, c'est le seul qui me manque. Puis, fait que là, après ça, dans le courriel, tu vas leur donner toutes les informations qui sont demandées dans le formulaire, tu leur mets dans le courriel pour chaque vol, puis ils vont te le donner quand ils vont arriver à toi dans le fil, qui va être pas vite parce que moi, je suis là depuis très longtemps, puis j'attends, fait que probablement que tu es des derniers si tu le fais là, mais ils vont le faire en même temps. Fait que c'est juste une question de temps. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'hier, tu disais que les dirigeants avaient prévu qu'il allait y avoir genre 7 personnes qui avaient participé, mais il y en a eu plus proche de 1000, là. Ouais, c'est quand même assez incroyable que vraiment, parce qu'ils ont fait une entrevue, là, les dirigeants de SES. Là, je vais faire une parenthèse, juste pour dire, il y avait une promo qui donnait 1 million de points, donc c'était la meilleure promo vue depuis des décennies, littéralement. Fait que, puis, ils ont vraiment fait une entrevue et ont dit: ouais, on pensait qu'il y avait 6 ou 7 personnes qui feraient, ce qui est complètement absurde, là, tu sais, genre, c'est ça, on est proche de 1000, fait ils sont un peu dans le champ, mais bon, c'est ça, c'est... Oui. Puis la deuxième partie de la question, c'était pour les lounges avec la platine, beaucoup demandent d'être inscrits à Priority Pass, mais c'est payant Priority Pass. Non, c'est pas payant, justement. La carte Platinum te donne Priority Pass illimité. Il faut que tu l'actives. C'est sûr que si tu l'actives pas, ben, ils peuvent pas savoir que tu as la platine. Fait que ça se fait tout en ligne. Tu vas sur ton compte platine, Benefits, puis tu vas activer Priority Pass, puis c'est 100% gratuit, là. C'est ça l'avantage de la carte, là. Parce que sur les 1400 salons que tu as avec cette carte-là, il y en a 1300 que c'est Priority Pass. C'est pas juste beaucoup des salons, c'est quasiment tous les salons. Fait que tu actives sur ton compte platine le compte Priority Pass, ils vont te dire que tu es illimité, donc là, tu vas pouvoir l'utiliser très facilement. Une fois que c'est activé, c'est fait pour toujours, c'est vraiment juste le premier coup, il faut que tu l'actives, parce que, tu sais, ils peuvent pas savoir que tu l'as gratuit si tu leur dis pas. Ok, je vais prendre un commentaire là, de Anne-Josée qui dit que oui, c'est de l'arnaque pure et simple, les frais de changement de pays et de traversier, et les frais sont modulés en fonction de la relation que les pays entretiennent entre eux. Donc, on finit par payer pour acheter la paix, mais plus je t'écoute, plus je crois que je vais être un peu plus délinquante les prochaines fois. Ben, non, je te recommande pas d'être délinquante avec ça, parce que moi, je l'ai payé là, entre l'Afrique du Sud et Lesotho, parce qu'honnêtement, si c'était vrai, puis j'arrive à la frontière de Lesotho, il faut que je retourne à Johannesburg, qui était comme à 3 heures, c'est plate, là, tu sais, fait moi, je dirais,
À moins que tu sois vraiment comme flexible au point de dire genre, OK, si ça marche pas, je vais aller ailleurs. OK. Mais comme moi, dans mon cas, je voulais vraiment aller au Lesotho. C'est quand tu essaies de visiter tous les pays du monde, puis que tu es en Afrique du Sud, puis un pays complètement entouré de l'Afrique du Sud, tu veux y aller à ce voyage-là, tu veux pas avoir y retourner, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. Je suis pas très délinquant là-dessus. Je suis délinquant sur bien des affaires, mais faut toujours peser c'est quoi l'alternative. Si ça fonctionne pas, il faut que tu retournes 3 heures de bord pour aller chercher le papier. C'est plate en maudit, là, mais pour un traversier, c'est ça. Peut-être qu'il y a une route que tu peux passer ailleurs si ça marche pas, je sais pas, là, mais je risquerais pas trop, mettons. Puis après, donc un prochain commentaire sur la Slovénie. Donc, c'est va au lac de Bled, donc touristique, mais tu peux pas passer à côté. Et Piran, donc une ville sur la côte adriatique, très près de Trieste en Italie, donc Venise plus loin. Puis effectivement, je te conseille de descendre en Croatie et aller visiter le parc de Plitvice. Ouais, les fameuses chutes, là, ouais, ouais. Ben, ça me semble des très bons conseils, en effet. Puis, je le google pendant ce temps-là parce que j'étais curieux, voir si j'étais dans le champ. Fait que Bled à Venise, 3 heures de route. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu, je sous-estimé à 2 heures. Mais si t'es justement pas à Bled, puis t'es plus proche de la côte, en Slovénie, là, t'es à 2 heures de Venise. Fait que, tu sais, ça se fait quand même assez bien, même dans une journée, à la limite, mais c'est encore mieux d'au moins rester quelques jours partout, là, mais ça se fait, là. OK. Puis, question de Dominique sur les assurances auto. J'ai déjà eu à m'obstiner avec Desjardins car nous avions loué une voiture avec ma carte ensemble, mais mon conjoint a été écrit sur la première ligne et moi en deuxième, donc petit accrochage. Selon Desjardins, il était le conducteur principal et Desjardins refusait de payer le bruit sur l'auto car j'étais la détentrice et non lui. Bref, on a retenu que la personne qui possède la carte doit être impliquée en numéro 1 sur le contrat et qui est conducteur principal. Ça se peut très bien. Fait que, la morale de ça, c'est qu'il y en a qui disent un, il y en a qui disent l'autre. Fait que ça se peut très bien que chaque banque ait ses propres règles. Fait que comme n'importe quoi, il faut lire le certificat si on veut être sûr. Fait que ça va permettre. Puis sinon, si on veut être vraiment sûr, ben, la personne qui est conducteur principal devrait juste payer avec sa carte. Puis ça va être vraiment beaucoup plus simple, comme depuis les 15 dernières années que j'ai jamais eu à me soucier de cette question et vécu très heureux de ne pas avoir à lire des contrats d'assurance. Donc, question de Anne-Josée. Je cherche une destination voyage avec ma mère, environ 15 jours pour été 2025, assez flexible de fin juin à mi-août. Précision, elle a maintenant 80 ans. Elle voyage encore minimum 2-3 fois par année depuis longtemps, mais il faut que je commence à tenir compte du fait qu'elle ne peut pas marcher 15 km par jour. J'essaie de trouver une place qui sort de l'ordinaire, qu'on n'aurait pas visité ni l'une ni l'autre, des idées intéressantes. Je sais que tu peux pas savoir quelle place nous avons déjà vue. Au besoin, je te préciserai selon tes idées. Ouais, ben c'est ça, il y a tellement d'options. C'est sûr que l'été, tu sais, c'est le fun d'aller en Europe, dans le sens que c'est beau la température, mais c'est super touristique. Tu te dis en plus tes dates, je suis pas sûr que j'irai en Europe, honnêtement, ces dates-là. Ou si oui, ben c'est d'aller à l'Est, parce que c'est moins pire. Fait que, sauf que là, c'est des vols plus longs. Fait que je sais pas si à 80 ans, on veut des vols plus courts ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que des villes européennes, c'est que c'est pratique, c'est que tu n'as pas besoin de marcher autant. Justement, je veux dire, ben, tu marches, mais c'est pas tant des longues distances. Là, tout est proche, compact. Là, fait que c'est sûr que des villes européennes comme Budapest, que la plupart des Québécois ou Canadiens n'ont jamais été, puis c'est quand même une de mes villes préférées d'Europe. Là, c'est super cool, bien mieux que l'Europe de l'Ouest. Puis comme hors du commun, si on veut, comme tu dis, que vous n'avez probablement jamais visité. Super beau, là, la rivière en plein milieu, le fleuve Danube en plein milieu de la ville, c'est magnifique. C'est une des meilleures vues au monde, en fait, le Parlement à Budapest. Fait que c'est ça, fait que en Europe, c'est juste justement d'aller dans les pays un peu plus à l'est. Sinon, tu sais, Amérique centrale du Sud, c'est un autre, tu sais, je sais pas, ben, je généralise, là, mais tu sais, d'habitude à 80 ans, on devient encore plus peureux que, surtout quand il y a des gens qui, même à 40, sont peureux, là. Fait que, tu sais, les pays d'Amérique du Sud, des fois, ont des mauvaises réputations, j'en pense que c'est plus dangereux, tout ça. Fait que peut-être qu'ils veulent pas, ben, s'en tenir au pays, quote unquote, sécuritaire, là, avec un gros bémol, là, mais, fait que c'est sûr que peut-être c'est moins ça. Maroc, si vous voulez quoi de vraiment des paysans, ça c'est proche, donc aussi proche quasiment que bien des places en Europe, puis des vols directs en masse, puis beaucoup moins cher, puis quand même assez des paysans là, disons, pour le voyageur moyen que j'ai juste connu toujours l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Je me suis fait reprendre, là, mais tu sais, la dernière fois qu'on a partagé un article sur le Maroc, j'ai bien dit un peu en des sentiers battus, encore une fois en référence au fait que comme à peu près 99% des gens sont jamais sortis de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Là. Évidemment que je sais très bien que c'est pas tellement hors des sentiers battus, là, que t'es comme moi, mais le Congo, c'est beaucoup plus.
oui, je le sais que le Congo, c'est plus hors des sentiers battus, évidemment, mais pour la plupart des gens, comme je dis, le Maroc, c'est quand même assez dépaysant. Fait que c'est proche. Il peut faire chaud en tabarouette, par exemple, en été au Maroc, là. Fait que c'est peut-être pas l'idéal en termes de timing. C'est quoi? Je sais pas, des idées comme ça. Ok. Après, on a Louise qui dit, j'ai une croisière avec NCL pour Noël, date fixe, période de Noël 2025, arrivée à Sydney et retour de Auckland début janvier, vol 2 adultes, classe économique pour 4600. C'est NCL qui décide des vols. Est-ce que c'est un bon deal? Sinon, quelles seraient mes options? J'ai pas mal toutes les cartes nommées régulièrement ici. C'est terriblement cher. Terriblement cher. Ça dépend, comme encore une fois, tout ça dépend de ta flexibilité. Ça dépend, as-tu le temps de faire justement une correspondance autonome pour sauver de l'argent? As-tu le temps de. C'est un peu. Puis là, tu dis que tu as toutes les cartes. Fait que ça serait bien bon pour prendre des points, là, quand ça coûte aussi cher que ça. Là. Fait que des points Aéroplan, t'en as-tu assez? Des points Avios même pourrait être intéressant parce que là, à 2300 par personne, c'est très cher. Là, fait que c'est un endroit qui coûte cher aussi. C'est pas une place qu'il y a souvent des deals, mais ça reste que quand les vols sont chers comme ça peut être justement intéressant d'avoir des cartes Aéroplan, des points Aéroplan, pardon, pour utiliser pour ça. Mais sinon, c'est vraiment magasiné. Evelyne va mettre le lien 31 astuces pour les vols qu'on a. Fait que c'est vraiment de prendre, pour n'importe quel vol, là, de prendre une par une ces astuces-là pour les tester parce que trois quarts du temps, je veux dire, chacune individuellement va pas marcher le trois quarts du temps et plus, mais sur les 31, pour chaque vol, c'est sûr qu'il y en a une couple qui marche. Ça dépend de ta flexibilité, de combien de temps tu veux mettre pour les essayer. Puis, justement, arriver moins vite peut-être, parce que c'est souvent ça. C'est plus vite tu vas arriver, plus vite, plus tu veux que ça soit simple, plus tu veux que ça soit confortable, plus tu veux que ça soit efficace, ben c'est là que ça coûte le plus cher. Mais c'est ça. Fait que, c'est de prendre ces astuces-là et les essayer. T'as encore le temps, il est encore relativement tôt. Fait que tu peux faire mieux que ça, c'est sûr, si tu veux. Est-ce que ça va être aussi confortable, simple, efficace et rapide? Probablement pas. Mais tu peux que ce soit moins cher si tu veux. Ok, ensuite on a René qui dit, je regarde justement pour louer une voiture en Albanie sur Booking, mais ils ne prennent pas Amex. Ah, ils prennent pas Amex, Colin, on va devoir changer de recommandation d'outils à utiliser. Tabarouette. C'est plate, ça. Mais tu devrais avoir, si t'es le moindrement intéressé au recommencer voyage, il n'y a aucun scénario où tu devrais avoir pas de bonne carte qui n'est pas une Amex. Là. Fait que tu peux juste prendre une autre, c'est pas la fin du monde. Donc, toutes les assurances, toutes les cartes de crédit ont des assurances. Là. Sinon, ben, ça, le locateur qui sort le moins cher va voir sur leur site direct s'ils ont le même prix. Puis eux vont sûrement prendre Amex. Si tu veux payer avec ta platine, comme avoir les meilleures assurances, le top du top. Là. D'ailleurs, j'ai eu ma première réclamation pour auto de location faite avec Amex Platine, puis là, j'ai oublié complètement de leur envoyer ce qu'ils me demandaient. Fait que un jour, je vais y arriver et la faire et je vais pouvoir vous dire comment ça va. J'ai essayé les retards de vol, annulation de voyage, garantie prolongée des achats, puis c'est ça. Fait que j'ai essayé tout ceux-là, ça allait super bien, mais autolocation, c'est la première fois que je peux l'essayer. Ok, ensuite on a Francine qui voudrait que tu réexpliques la carte Wise. Peut-on retirer de l'argent dans n'importe quelle machine distributrice? Ouais, donc Wise, je vais essayer d'expliquer. Ça aussi, c'est vrai, il faut que je fasse un article là-dessus, je vais l'écrire aussi, je ne veux pas l'oublier. OK. Wise, ça semble mêlant pour bien des gens, fait que je vais expliquer. C'est une carte de débit, finalement, une carte prépayée, appelle ça comme tu veux, c'est pas une carte de crédit. Bon, OK. Fait que tout le monde devrait la prendre aujourd'hui. Evan va vous mettre le lien. Si vous passez par notre lien, on l'apprécie, puis c'est gratuit, c'est pas notre carte de crédit, fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas la prendre. Quand tu vas te charger de l'argent sur ta carte, parce que c'est pas une carte de crédit, fait que faut que tu charges de l'argent sur ta carte, tu vas pouvoir retirer cet argent-là dans les pays, n'importe quel pays, n'importe quel guichet ATM, puis il n'y a pas de frais de guichet, contrairement à toutes les cartes de débit, ou presque, et cartes de crédit canadiennes. Fait que c'est 350 que tu as le droit par mois et 2 transactions max. Fait que c'est deux choses. Fait que c'est maximum 350, oui, mais aussi maximum 2 transactions. Fait que tu ne peux pas retirer 3 fois 100 parce que tu bosses. Tu ne peux pas retirer 700, c'est 350, 2 transactions max, gratuitement. Les meilleurs frais de change avec Wise, c'est fait pour ça, littéralement. Là, c'est littéralement tout leur business, c'est échanger de l'argent pour moins cher. C'est pas fait pour utiliser, pour payer. Je vais le répéter très clairement. Prenez pas votre carte Wise pour rien d'autre
que retirer de l'argent dans un guichet. Ça n'accumule pas de points, ça ne donne rien d'utiliser ça pour payer. C'est vraiment juste pour retirer au guichet. Fait que oui, n'importe quelle machine distributrice, mais 350 et 2 transactions par mois. Fait que si ton voyage, donc la dernière semaine de juin puis la première de juillet, ben tu as 700, tu comprends, parce que c'est 350, 350. Fait que, oh, on a perdu Evelyne, je sais pas s'il y a encore du courant qui est parti chez eux, comme hier. Est-ce que tu nous entends, Evelyne? Non. OK. Donc, le temps qu'elle revienne, je vais poser la prochaine question. Anne-Josée, au sujet de la réponse concernant une passe par personne pour les salons d'aéroport, je veux savoir si j'ai bien saisi. Si on a 4 accès sur une carte, je peux utiliser 2 des 4 passes, une pour moi, une pour des invités. Il m'en restera 2 pour une autre fois. Oui, exactement. Fait que c'est ça. C'est une par personne. Après ça, une passe par personne, ça ne veut pas dire que ton compagnon de voyage doit avoir sa carte. Non, c'est ça. Ta carte, tu peux utiliser pour n'importe qui, mais chaque personne compte. Puis aussi, il faut que tu sois toujours là. Tu ne peux pas juste dire, ah, moi j'ai la carte qui a des accès, je donne ça à quelqu'un d'autre. Non, il faut que tu sois là, puis tout le monde qui est avec toi peut rentrer. Ben, jusqu'au nombre de passes gratuites que tu as. Mais c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas besoin d'avoir leur propre carte. Ensuite, JP qui répond à le commentaire de tantôt sur les façons de se rendre à Orly. Orly-Val et RER à Orly. Fait que RER, me semble que c'est le train justement, fait qu'il doit être rendu récemment parce qu'il n'existait pas là, 4-5 ans quand je suis allé à Orly. Voilà, fait que c'est toujours écrit sur Wikitravel. José, Wet Travel. Ok, José, je comprends absolument rien de ta question, fait que rephrase et je vais pouvoir répondre. Olivia, parce que là, je vois le temps passer, je vais répondre à tout le monde, là, fait qu'on arrive à la fin, on va être correct, mais quand même, il en reste quelques-unes. Fait que ça me fait plaisir de répondre si tu précises. Louise, quand tu achètes des billets d'avion, toi, personnellement, prends-tu des fois avec cancellation gratuite ou toujours la moins chère parce que tu y vas voyager? Jamais. 500 vols à ma vie. Jamais j'ai payé plus pour payer. Je vous recommande très fortement un concept simple. Décidez d'aller quelque part, puis allez-y. Je dis que ça, c'est mis en joke, mais c'est ça pareil. Là. Vous avez des assurances de carte de crédit qui vous couvrent si vous avez une bonne raison d'annuler. Fait que vous n'avez pas besoin de payer pour une annulation, ça. Si vous avez une bonne raison. Et je ne veux plus y aller n'est pas une bonne raison, juste pour être clair, là, parce que c'est pas toujours évident que ça marche pas pour certaines personnes apparemment. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours une bonne carte de crédit, je paye avec ça, fait que je suis déjà couvert si je tombe malade, si je perds ma job, si le congrès que je vais est annulé, s'il y a une tempête, c'est tout déjà couvert avec la carte de crédit. Fait que je paye jamais, 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 au grand jamais, et je vous recommande fortement de jamais payer pour de quoi de remboursable si vous pensez y aller, où est-ce que vous voulez aller. Puis après ça, comme je dis, si la raison est bonne, ben, ils vont vous couvrir avec les cartes de crédit. Bon, Evelyne, un petit peu de difficulté technique. Attendant, on continue. Francine, on peut avoir le statut gold de la carte Marriott en ayant la carte Amex Platine. Ouais, juste pas mêler des choses, là. La carte Marriott n'a rien à voir. Si tu prends la carte Amex Platine, oui, tu vas avoir le statut gold Marriott, mais ça n'a rien à voir avec la carte de crédit Marriott. Donc, celle-là qui finit ce soir, elle donne aussi le statut Elite Gold chez Marriott et Hilton, qui sont les deux plus grandes chaînes d'hôtels au monde. 15 000 hôtels que vous allez avoir un traitement VIP et des beaux privilèges complètement gratuitement. Ça se termine ce soir. OK. Tu es de retour. On est rendu à Stéphanie. Si tu vois. OK. Donc, donc Stéphanie qui dit, j'ai commencé depuis 1 an les récompenses voyage. J'ai 3 vieilles cartes qui sont totalement inutiles maintenant. Est-ce que je dois les garder, les 3, pour ma cote de crédit ou je peux en fermer 2? J'ai aussi une vieille marge de crédit que je me sers pas depuis plusieurs années. Est-ce que c'est comme les vieilles cartes de crédit pour la cote? Puis, je OK. pense que On va y aller avec celle-là. Fait que ouais. pour les vieilles cartes, ça aussi, ça semble mêlant pour le principe. Là. Fait que, il n'y a aucune raison de fermer une vieille carte. OK? Si elle est gratuite, tu la mets dans ton tiroir, tu ne l'utilises pas, ça ne change rien dans ta vie, fais juste la garder. Si elle a un frais, ben rétrograde-la, une version sans frais, c'est sûr. Puis si elle ne se rétrograde pas, il y en a quelques-unes, ben là, oui, là, tu pourrais la fermer si c'est pas ta plus vieille, puis si tu en as d'autres vieilles, parce que c'est pas bon pour ta cote de fermer des vieilles cartes. Les vieilles, je parle. Juste avant que les monde, ah, j'ai pris celle-là hier, ça veut dire que je peux pas fermer. Non, tu viens de la prendre hier, elle n'est pas vieille, OK? J'essaie de. Des fois, ça semble simple dans notre tête, on voit tellement de questions que les gens font, ah, ben tu vois, j'aurais pas pensé à ça, mais
vieille égale non, tu viens pas juste de la prendre. Après ça, seule exception à ça, c'est exemple une carte Scotia. Si t'es plus vieille, ils sont Scotia, mais Scotia sont plus stricts sur les primes de bienvenue, fait qu'ils vont t'empêcher d'en prendre une autre. En théorie, là, sont les règles, même s'ils n'appliquent pas. Fait qu'elle, tu peux la fermer si c'est pas ta plus vieille, mais je veux dire, il n'y a absolument aucun avantage de fermer une vieille carte. Si elle est gratuite, il n'y a juste pas d'avantage, fait que ferme-la pas. Après ça, je vais juste voir si j'ai des réponses de ça. La vieille marge de crédit, ouais, ça c'est le même principe. C'est un vieux compte. Si tu l'utilises pas et il ne te donne rien de le fermer. La bémol étant la prochaine partie de la question, je vais la dire là, vite, c'est prévoir une hypothèque dans moins d'1 an, OK? Fait que là, ça change la donne un petit peu si vous avez une hypothèque dans la prochaine année, pour la simple raison qu'ils ne regardent pas juste la cote de crédit. Avoir plus de cartes, demander plus de cartes va améliorer votre cote de crédit, mais les hypothèques, ils ne regardent pas juste la cote, ils regardent des ratios d'endettement, ils regardent ton crédit disponible total aussi. Fait qu'effectivement, là, ça change un peu la donne juste pour cette période-là. Après ça, une fois que c'est renouvelé ou pris, tu as 5 autres années que tu as la paix ou peu importe. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, vu qu'ils regardent ça, là, ça peut valoir la peine d'avoir moins de cartes, mais tu sais, ça dépend comment t'en as aussi. Là. Si t'en as juste qu'à 5, il n'y a aucun stress, t'as pas besoin. Parce que hier, il y a quelqu'un qui a dit prendre 2 cartes par année, c'est beaucoup. J'ai comme OK, non. non, t'as pas compris tout à fait. C'est correct, on le sait pas, c'est normal, on débute, là, mais fait que c'est ça. Fait que si t'en as 4-5, il n'y a rien de stressé, mais c'est comme quand t'es rendu avec moi, t'en as 12, 13 cartes. C'est là que pour l'hypothèque, ça peut valoir la peine d'en fermer quelques-unes. Mais tu sais, souvent, t'as pas besoin. Puis tu sais, dans ton cas, si dans 1 an, tu pourrais commander quelques primes de bienvenue tout de suite, en profiter avant d'être plus proche, mais ça n'a rien à voir avec fermer tes cartes, tu ne devrais pas fermer tes cartes, c'est pas rapport. OK. Après, on a Steve qui dit nous partons sûrement en Thaïlande pour 6 semaines cet été. Nous sommes 5 avec 3 enfants. Les billets d'avion sont très chers, environ 2000. Nous avons accumulé des points Amex Aéroplan, mais pas énormément. Lorsque je compare les prix des billets et l'utilisation des points, ce n'est pas très avantageux d'utiliser mes points. Est-ce que tu as des options de correspondance autonome qui peuvent m'aider? Ou sinon, est-ce que d'acheter mes billets avec la carte Amex Platine que j'ai commandée la semaine dernière pour dépasser le 10 000 en 3 mois, c'est une bonne option? OK, ouais, il y a plusieurs choses là-dedans. Pour avoir ton 10 000, la première chose, c'est la chose la plus importante de toute ta vie, c'est il faut que tu fasses ton 10 000. Right? Tu as pris une carte, fait qu'il faut absolument que tu fasses le 10 000 en 3 mois. Fait que si c'est la seule façon que tu as pour faire ton 10 000, c'est de dépenser X en billets d'avion, oui, tu n'as pas le choix, faut que tu fasses. Faut absolument que tu fasses ton 10 000. C'est la chose la plus importante. Quand tu prends n'importe quelle carte, c'est pour la prime de bienvenue. Puis pour la prime de bienvenue, faut que tu prennes, faut que tu fasses ce que tu as à faire. Si c'est correct, faire ton 10 000 sans ça, là, tu peux vraiment prendre la meilleure décision pour le billet d'avion et pas juste te fier à ce besoin-là. Fait que c'est ça, ça dépend de ça. Si tu as regardé les échanges de points Aéroplan, c'est que tu n'as pas vu de partenaire, j'imagine. C'est que tu as juste regardé les prix sur Air Canada, puis ça, c'est sûr que c'est toujours terrible. Donc, les meilleures utilisations de points Aéroplan, c'est sur les partenaires, mais les sièges sont limités. Fait que si tu n'as pas de flexibilité sur tes dates, puis si tu te prends à la dernière minute là, pour les points, c'est très tard là, pour cet été. Là, les points, il faut réserver plus d'avance. Si on parle des points aériens, là. Fait que c'est sûr que là, ça se peut que tu vois juste du Air Canada, puis là, ça, c'est beaucoup plus cher. Fait que oui, ça peut ne pas valoir la peine. Mais à 2000, c'est excessivement cher par personne, honnêtement. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a moyen. Fait que je veux dire un peu la même chose que tantôt, les 31 astuces de vol. Vraiment regarder tous ceux-là. Puis à chaque fois qu'il y a une option d'astuce à faire, c'est de regarder justement autant en points qu'en argent, parce que là, tu as encore le temps, tu te dépêches de prendre peut-être des points simples là, pour si tu payes en argent. Mais c'est ça, pour l'Asie, en ce moment, les billets sont chers en général, surtout l'été. Fait que il n'y a pas énormément de façons d'économiser, autre que prendre des points puis d'être flexible sur les dates, parce que tu n'as peut-être pas la possibilité un peu plus à la dernière minute comme ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai regardé les astuces. Sinon, pour les correspondances autonomes, honnêtement, il n'y a pas 10 000 options pour l'Asie en ce moment, surtout l'été. Mais tu pourrais regarder à partir de Los Angeles, San Francisco, peut-être même Seattle, à toute l'Asie. Faire double correspondance autonome, là, si tu es prêt à le faire, là, parce que c'est sûr que c'est un peu des causes qu'en plein été, comme ça va être plus difficile de sauver de l'argent.
Fait que double correspondance autonome, ce que ça veut dire, c'est trouver le vol qui traverse l'océan le moins cher. Peu importe d'où il part au Canada ou en Amérique du Nord plutôt, puis peu importe d'où ce qui arrive en Asie, puis après ça, faire des correspondances autonomes des deux bouts. Fait que te rendre là où ce que le vol part, puis te rendre de où tu arrives à la Thaïlande. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas 1000 options, malheureusement. Puis si tu as des points annexes, ben, compare avec Avios aussi. Fait que tes points annexes se transfèrent à. Ah, tu as dit que tu n'en as pas énormément, par exemple. Là, tu vas en avoir beaucoup, par exemple, avec la platine, là, 100 000 dès que tu débloques ton 10 000 $. Fait que ça peut changer la donne, puis ça va donner des points Avios aussi que tu peux avoir. OK. Puis après, on avait Francine qui commentait juste que non, on ne devient pas plus peureux en vieillissant. Pas tout le monde, c'est clair, ça c'est clair, pas tout le monde, mais je pense que généralement, il doit quand même avoir un petit peu de vérité là-dedans, je pense. Ça doit pas être un stéréotype, là, je veux dire. En tout cas, c'est mon estimé. Mais quand même pas tout le monde, c'est sûr. OK. Puis Louise précisait aussi que 4600, c'est le total pour 2 personnes. Il me semble que c'était pour aller à Sydney, je pense. Ouais. J'avais compris ça. N'importe quand tu payes un billet plus que 2000 $, c'est clairement tu peux faire mieux que ça, si tu veux. Pas facilement, pas simplement, pas rapidement, pas confortable. Mais tu peux, ça c'est sûr. 2000 $, tu ne pourrais jamais payer 2000 pour nulle part. Là. Honnêtement, jamais, 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 jamais. Je suis allé dans 75 pays, j'ai jamais payé 2000 $ pour être nulle part. C'est absolument atroce. J'ai jamais été en Australie et en Nouvelle-Zélande, par contre. Puis effectivement, ça peut être très cher. Mais comme je disais, regarde de Los Angeles, regarde même de Hawaï, parce que c'est super pas cher à se rendre à Hawaï ces temps-ci, et vraiment souvent pas cher d'Hawaï à l'Australie. Fait que ça peut être un bon pour la correspondance autonome, honnêtement. Okay. Puis Anne-Josée qui commentait, donc merci pour tes idées. Ma mère, donc celle qui a 80 ans, s'en va en Ouzbékistan et elle a déjà dormi dans le désert au Maroc, donc difficile de sortir des sentiers battus. Mais j'avais posé ma question avant que tu parles de l'Albanie et je pense qu'elle n'y est jamais allée. Donc je pense que ça pourrait être ça. C'est un bon choix, je pense. C'est en Europe, c'est très beau. Ouais, ça peut être un bon choix. Puis, ouais, clairement, elle est sortie des sentiers battus parce que les gens qui ont été en Ouzbékistan, il y en a honnêtement pas beaucoup que je connais. Puis c'est tellement merveilleux. Je vous recommande fortement d'aller en Asie centrale. Les billets d'avion sont plus chers que se rendre, mais sur place, ça coûte plus rien. C'est super abordable, excessivement abordable. Quasiment Asie du Sud-Est pour les prix. C'est vraiment pas cher. Oui, le billet coûte cher pour se rendre, mais ça vaut la peine. OK. Donc, Francine qui dit, donc, pour la Wise, n'importe quel guichet. Donc, j'ai ma réponse concernant l'achat des devises. Pas besoin, je retirerai sur place. Donc, le lien, je te l'ai envoyé, mais je vais répondre à ton commentaire avec le lien pour être sûr que tu le trouves dans tous les commentaires. Là. Puis pendant ce temps-là, il nous reste à peu près 5 minutes, fait que, il reste à peu près 5 questions, fait qu'on doit être correct, mais je vais juste répondre rapidement. Puis, si vous êtes intéressé à poser plus de questions, puis vous parlez anglais, ben, on fait la même chose dans 8 minutes en anglais à flightshippers.com/live, L-I-V-E. Fait que ça va me faire plaisir, il n'y a presque jamais personne en anglais, fait qu'on vous répond plus vite, ça c'est sûr. OK, on continue. Okay. Donc, la prochaine question, donc de Sarah, tu me conseilles quoi comme stratégie de points encore pour mon voyage en Turquie? Je suis fatigante, je sais. Je pense pas, en fait, là, que je vois pas que tu es fatigante pas en tout. Pour l'instant, on n'a pas tant de points pour le fun. Donc, trois cartes la banque Scotia Amex, donc 800 $ chaque d'ici là. 160 000 Bonvoy, 550 000 la banque qu'on peut pas nommer. Donc, je suis beaucoup tentée de prendre la platine pour les points Amex, mais j'ai peur du 10 000 en 3 mois. Je pourrais y arriver avec des achats via PaySimply et Plastique à 2,9 % selon mes calculs. Ce serait quand même un peu plus avantageux que pas en avoir du tout, mais j'ai peur de ne pas être bonne pour les maximiser. Pour les maximiser, honnêtement, c'est pas compliqué si tu prends le temps d'apprendre un peu. Fait que ça dépend si tu as le goût de faire ça. Mais il faut être un peu flexible. Fait que c'est plus ça. Fait que si tu n'as aucune flexibilité, puis ça, des fois, il y en a des gens qui n'ont juste aucune flexibilité. Fait c'est sûr que là, c'est là que ça va être plus difficile de maximiser. Parce que si tu veux, tu peux toujours. Mais ça prend certains. Il y a des trade-offs. Parce que c'est des points qui valent le plus. Fait que par défaut, ben, le contrepartie, c'est qu'ils sont plus compliqués. Sinon, ça serait trop facile. Tout le monde prendrait les points simples s'ils étaient aussi les plus payants. C'est pour ça que c'est jamais comme ça dans la vie. Quand c'est plus payant, ben, c'est plus compliqué. Mais c'est ça. Fait, ça dépend de ça. Si où tu vas aller, si tu voyages plus souvent, si tu es flexible. Parce que c'est sûr que 150 000 points Amex, c'est beaucoup de beaux points très payants. Fait c'est quand même de faire les 10 000, je pense que ça vaut la peine.
Mais c'est ça. Vu que je vois le temps avancer, je peux pas aller plus dans le détail, malheureusement. Il fallait que ça revienne plus tôt, mais sinon, si tu parles anglais, viens en anglais, on en reparlera. On continue parce que je vais au moins répondre rapidement à tout le monde à la conférence. Pardon. Donc, on a Louise qui continue. Retour sur la question de payer en extra la cancellation de vol. Donc, oui, je vais payer avec soit Amex, Bonvoy ou Visa Avion Infinite, mais il s'agit d'un échange de maison. Donc, si jamais l'autre cancelle, c'est hors de mon contrôle et je crois pas que l'assurance dise que ce soit une bonne raison. Ouais, ça pourrait être une bonne raison de payer plus, effectivement, parce que c'est particulier. Moi, j'ai jamais fait de voyage spécifiquement pour échanger de maison. Fait que c'est sûr que là, vérifie quand même d'un coup que c'est couvert par les assurances. Je me semble que non, mais c'est de lire le certificat d'assurance, ça va te le dire. Mais oui, ça pourrait être un scénario où effectivement, ça pourrait valoir la peine de payer plus pour. En même temps, on compare aussi c'est quoi le frais d'annulation, parce que quand tu payes plus pour le pouvoir de pouvoir annuler, ben, des fois, c'est juste moins cher de dire, bon, OK, si j'annule, ben, ça me coûte 150$ par personne, puis that's it. Ben, ça coûte moins cher que payer 400$ de plus pour le billet remboursable, tu comprends? Tu fais le calcul aussi. OK. Puis ensuite, on a José qui dit, tu parles que tu vérifies si le métro était payable avec carte de crédit et arrivé non seulement en cash. Ah, OK, donc où est-ce que tu avais vérifié, là? C'est sur Wiki Travel. Ouais. Donc, WIKI Travel. Comme Wikipédia, mais au lieu de Pédia, c'est Travel. Ouais. Puis, Louise qui précisait qu'elle a déjà sa réservation NCL, mais elle a le choix de prendre avec ou sans les vols. Ah, OK, c'est bien. Ben, honnêtement, ça, si t'es le moindrement flexible, puis tu veux économiser, ben, regarde avant de décider, là, fais tes 31 astuces, compare, puis check-le, avant de prendre la décision, compare. Mais tu sais, je pense que tu peux faire mieux que 2300. OK. Puis ensuite, on a Francine qui dit, ai-je bien compris, annuler la carte Scotia downgradée afin de pouvoir en obtenir une autre Scotia. Ouais, c'est ça. Selon leurs règles, effectivement, eux, il faut que tu n'aies pas de carte Scotia. Ils ne sont pas toujours appliquées, mais les règles officielles, c'est ça. Et dernière question. Yes. Donc, Willpack qui dit avec Wise, tu peux avoir accès à plusieurs devises dans ton compte ou c'est toujours un compte en argent canadien? Tu peux avoir plein de devises, ouais, c'est une des affaires, un des avantages que Wise a. Quand tu retires à l'étranger, ben, ils font le transfert pour toi automatiquement, mais tu peux aussi jouer avec ça. Là. Moi, je garde toujours en canadien, mais ça se fait automatique. Voilà. Donc, ben, le dernier commentaire, je vais le lire. Anne-Josée qui dit merci tellement. Flight Troopers, comment je fais pour vivre sans voix? Ben, merci à vous. Nous, on adore voyager. Puis, on a parti Flight Troopers pour qu'on puisse aider plus de gens à voyager. Fait que si on peut partager notre expérience, ça nous fait plaisir. Fait que merci d'avoir été là. Et on ferait ça à tous les mois. Fait que à la prochaine. Et si vous parlez anglais, ben, on se revoit dans 3 minutes si ça vous tente. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée.